L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsey, vous présente Si on parlait. Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de l'émission Si on parlait, une émission qui prend l'air aujourd'hui et même le grand air de la montagne à l'occasion du Mountain Planet, ce salon qui réunit tous les 2 ans à Grenoble les acteurs de l'aménagement en montagne. On vient du monde entier pour présenter son savoir-faire, un rendez-vous important pour nos massifs, nos stations, et Télé Grenoble a profité de cet événement international pour déplacer son studio ici à Alpexpo, au cœur de ce salon où se prépare la montagne de demain. On va en parler au cours de cette émission, de ces innovations notamment qui nous attendent dans les années à venir avec Yannick Méneron. Bonjour Yannick. Bonjour. Créateur et directeur de l'entreprise Bike Solutions, qui est spécialisée dans l'aménagement des pistes de VTT. À côté de vous, Hervé Braun. Bonjour Hervé. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Moonbike, qui est une entreprise de Haute-Savoie qui a créé la première motoneige électrique. Elle est présente ici au salon Mountain Planet et on découvrira avec vous tout à l'heure ce nouveau produit. Et puis on a la chance d'avoir 2 ambassadeurs de Grenoble-Alpes, la marque de territoire de l'agglomération, Ophélie David et Guilbault Collat. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. 2 skieurs acrobatiques ont fait les belles heures de l'équipe de France pendant presque 2 décennies, même plus de 2 décennies pour Ophélie. Je ne vais pas te vieillir comme ça. L'ambiance de l'émission, ça commence. Guilbault a aussi une bonne quinzaine d'années de pratique de ski à très haut niveau. Vous êtes tous les 2 des jeunes retraités du ski de compétition. C'est dur après 15, 20, 25 ans de carrière d'arrêter comme ça la compétition. Ça vous manque aujourd'hui, Guilbault ? Ah non, moi pas du tout. Je fais des cauchemars que je reprends des départs en Coupe du Monde ou aux Jeux Olympiques, donc non, ça me manque pas du tout. Tout va bien. Et Ophélie ? Écoute, non, parce que c'était un choix délibéré, donc c'est vrai que je savais que j'allais arrêter. Et puis voilà, chaque chose en son temps, je pense qu'il faut aussi évoluer. Et même si le chapitre était magnifique, il fallait le clôturer. Bon, il reste les souvenirs aujourd'hui. Alors, on va faire un petit cauchemar, à Guilbault en revoyant une de ses courses de sa carrière. C'était en 2011, Guilbault. Le titre, c'est ça, de champion du monde? Ouais, c'est ça. Après, je suis pas fan de mon run parce que j'ai un ski qui est un petit peu crispé sur le milieu. Je préférais en 2010 sur cette piste. Là, on voit que je suis un petit peu en pied, je suis un petit peu sur la retenue. Oui, ça se voit vachement. Voilà, donc bon. Le résultat est là, c'est ce que m'a dit mon entraîneur. Il m'a dit de toute façon l'objectif c'était quand même de gagner. Voilà. Donc je finis champion du monde là, sur cette piste de Deer Valley. Voilà, 13 victoires également en Coupe du Monde au cours de votre carrière. Bon, ça fait quand même des beaux souvenirs, même si les cauchemars viennent quand on y repense. Non, mais là c'était des super souvenirs en fait. Je faisais des cauchemars parce qu'après j'ai eu des problèmes de dos. Et ça a été long, j'ai mis plus de 2 ans à revenir et je voulais aller chercher une médaille aux Jeux Olympiques de Sochi. Bon, j'ai eu malheureusement une rupture des ligaments croisés. Mais voilà, ça fait partie du sport, il faut l'accepter. Quand on est numéro 1 mondial dans une discipline de ski, le ski de boss en ce qui vous concerne, on gagne le globe de cristal. Vous en avez eu plusieurs dans votre carrière Alors moi, j'en ai eu qu'un de ma discipline, donc en ski de boss, et j'ai eu l'overall, le gros. Voilà, Ophélie, elle a eu la chance d'en avoir 7 petits et 3 gros, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Il est où aujourd'hui le globe de cristal? Alors il est où? Donc en fait maintenant j'en ai 2, j'ai triché un petit peu parce que j'ai cassé un gros globe de cristal, voilà, il est tombé par terre, donc j'en ai refait faire un et là, donc il restait une boule et avec la boule j'ai fait une lampe. Une belle lampe, ouais. Donc j'ai une lampe globe de cristal où je peux changer les couleurs, choisir l'intensité de la lumière, donc c'est très sympa. Voilà. Ils ne doivent pas être nombreux à avoir une lampe boule de cristal sur le circuit. Ophélie, il faut une pièce entière pour mettre tous les trophées? Oui, non, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns, mais je ne suis pas trop vitrine. Enfin, du coup, il est au chalet à l'Alpe d'Huez. Enfin, ils sont au chalet à l'Alpe d'Huez. Quelques-uns, il y a 64 podiums, 26 victoires en Coupe du Monde, 10 globes de cristal, 7 gros. J'en ai offert un gros à l'Alpe d'Huez, donc vous pouvez le voir à la mairie, si jamais. Ah oui, c'est vrai, il est sous vitrine. C'est le seul.
Bon, alors comme Guilbaud, je ne sais pas si ça vous fait des cauchemars, mais j'ai choisi une course parmi les nombreuses que vous avez gagnées au cours de votre carrière. Est-ce que vous vous souvenez de l'endroit où ça se passe, celle-là? Vous êtes en dossard bleu sur les images. Alors, je vais tricher parce que j'ai vu le nom sur la porte de départ, c'est Grashgeren en Allemagne. Mais non, j'aurais pas reconnu. Belle réception, t'as vu, ils nous avaient soigné là, ce coup-là. Ouais, c'est votre 25e victoire sur les 26 que vous avez obtenues en Coupe du Monde. C'est effectivement en Allemagne. Je crois que c'est la seule fois où vous avez gagné en Coupe du Monde sur ce territoire. Et comme tout au long de votre carrière, hein, vous avez souvent été en tête des quatuors qui forment les finales de ski cross. Bah, c'est vrai que j'avais un bon départ et c'était une belle option pour la victoire. De partir devant parce que du coup j'imposais mon rythme et puis c'était aux autres de faire l'effort de venir me chercher. Quand on est en tête, on a juste entre guillemets à penser à fermer la porte pour pas se faire doubler, alors que quand on est deuxième ou troisième, bon, il faut aussi faire attention à devant, à derrière. C'est un peu plus le souk dans la tête. En fait, il faut vraiment avoir les antennes grandes ouvertes pour prendre un maximum d'informations et en même temps rester hyper clair dans nos décisions. Donc, c'est aussi ce qui fait le charme de ce sport, en fait. C'est qu'il y a la dimension physique, hein, on l'a vu, mais il y a aussi tout ce côté brainstorming qu'on fait tout seul face à soi-même, mais qui est génial à vivre. Il y a de la tactique et de la stratégie. Guilbaud évoquait les Jeux Olympiques qui n'ont pas été le temps fort de sa carrière, contrairement aux championnats du monde. Vous aussi, Ophélie, un peu fâchée avec les JO. Une amoureuse et conduite des JO, ouais. Bah, toi, c'était quoi le genou? C'était en 2018 2018, moi 2014, voilà. Bon, vous avez chacun votre blessure avant les Jeux. Et Aux entraînements, oui. Et puis tous les deux, vous auriez pu revendiquer une médaille olympique, mais ça ne s'est pas passé comme ça lors des précédentes Olympiades, notamment en 2014. Ophélie, vous étiez pas très loin de cette médaille, mais malheureusement, c'est un sport aussi où on chute parfois, le ski cross. Oui, exactement. Donc là, je suis troisième. Et là aussi, un petit problème dans la tête, parce qu'en fait, je sais que je suis rapide sur le bas. J'ai les meilleurs chronos depuis le premier entraînement. Et pour autant, voilà, je pense à ça. Je me dis que je vais pouvoir attaquer les filles en bas, qu'une médaille de bronze, c'est bien, mais de l'argent ou de l'or, c'est mieux. Et du coup, j'oublie littéralement le plus gros saut du parcours. Petite boulette. Petite boulette qui coûte cher, ouais. L'histoire d'Ophélie avec les Jeux Olympiques, elle est quand même... Attends, moi j'ai une vraie anecdote par contre sur Sochi. Tu te souviens? En fait, on a eu la même chambre. C'est-à-dire que Guilbaud est parti, j'ai récupéré sa chambre. Ah oui, c'est vrai. Elle avait l'âge Koumoun, cette chambre. Ouais, c'est clair. Il l'a quitté parce qu'il s'était blessé. Exactement. Et j'ai hérité de sa chambre. Bon, j'espère qu'ils l'ont condamné depuis cette chambre d'hôtel. Oui. Bon. Je parlais de ton histoire avec les Jeux Olympiques. Même si tu as fait une très longue carrière, avec les Jeux, c'est encore plus ancien. Tu as fait tes premiers Jeux Olympiques. Guilbaud avait même pas 11 ans, je crois. En 1994, au siècle dernier, ça paraît incroyable, d'autant que à l'époque, tu étais toute jeune et que tu as participé aux Jeux sous un autre nom, dans une autre discipline et pour un autre pays. C'est quand même oui, c'est ça, c'est mon nom de jeune fille, Rax. Donc j'avais la nationalité de mon papa, la Hongrie. Et effectivement, c'était en slalom, le ski cross n'existait pas. Ça a été une participation express, j'ai envie de dire. Ah ouais, oh, c'est cruel. Effectivement, je fais 2 portes, je crois. C'est vraiment méchant. Oui, 2. Voilà. Est-ce que Guilbaud se souvenait à l'époque de cette performance incroyable d'une skieuse bulgare? J'ai jamais vu ces images. Hongroise. J'ai jamais vu ces images. Voilà, elles sont... T'as vu, je reviens de loin. Hein. Ah oui, c'est clair. Bon, vous êtes restés tous les deux dans le milieu du ski, notamment quand il y a des Jeux Olympiques, on vous sollicite pour donner votre expertise sur les chaînes de télévision. Oui, tous les 4 ans. Oui. Donc, c'est pas mal comme boulot. c'est une super expérience de pouvoir déjà partir sur les Jeux Olympiques et puis de les vivre différemment. Il y a moins de pression. On a du temps, beaucoup de temps pour nous. On peut aller aussi voir les autres disciplines. Donc c'est vraiment super. Et puis de pouvoir aussi voir nos petits chouchous compétitionner. Voilà. Il y a des moments aussi qui sont difficiles aussi, mais ça a été un petit peu dur cette année avec Perrine et Ben Cavé, mais on s'est quand même régalé. Non, mais c'est vrai que c'est une chance incroyable, après une carrière, de pouvoir devenir un petit peu le trait d'union entre notre discipline et le grand public qui souvent découvre nos sports lors des JO. Et voilà, et d'avoir cette mission-là, d'être ce pont en fait entre
entre des personnes qui découvrent complètement et puis un univers qui est quand même super technique, il faut le savoir. Donc on est une sorte de décodeur et je trouve que c'est un rôle génial et super excitant et ça fait plaisir de pouvoir rendre au sport qui nous a tant donné. Le grand public va pouvoir découvrir vos disciplines un peu plus fréquemment que tous les 4 ans, puisqu'on parle d'un retour de la Coupe du Monde de ski cross en Isère pour l'automne prochain. Alors pas l'Alpe d'Huez qui est votre station de cœur, mais la station juste en face, voisine, aux Deux Alpes. Oui, absolument, aux Deux Alpes, et c'est le même groupe, hein, c'est E.ON. Hein. Ouais, E.ON. Attention, parce qu'il y a la Grave aussi. Enfin, moi, je suis un ancien. Ouais. Non, mais du coup, c'est vrai que c'est super. Cette synergie, elle est vraiment ultra bénéfique pour tout le monde. Et puis, c'est vrai que quoi de mieux qu'une Coupe du Monde pour montrer déjà le site merveilleux dans lequel on habite et puis le dynamisme de l'endroit. Donc, ski cross aux Deux Alpes et boss à l'Alpe d'Huez. Alpe d'Huez, voilà. L'Alpe d'Huez qui a déjà inauguré la Coupe du Monde de ski de boss, c'était en décembre dernier. Hein, c'est ça, il y avait un single et un duel, c'était spectacle assuré, on s'est régalé. C'est régalé. Sur le stade du Signal, on voit là ces images. Toutes les stations n'ont pas forcément une piste qui se prête à ce type de pratique. Non. Là, on voit Ikuma, là, donc l'un des meilleurs skieurs de boss du monde, là, qui fait sa manœuvre. Je me mets à commenter, moi. Mais vous pouvez, c'est toujours des images spectaculaires. C'est vrai qu'on n'en voit pas souvent du ski de boss ou du ski cross à la télé, mais ça vaut le coup. Et c'était la première Coupe du Monde de ski de boss dans le Dauphiné. Donc on est très fiers. C'était à l'Alpe d'Huez, ça s'est très 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 bien passé. On a eu des super retours de toutes les nations. Et les organisateurs étaient contents, donc tout va bien. Oui, et le public avait répondu présent, donc ça faisait chaud au cœur. Ouais, c'était super. On aura le ski de boss et le ski cross en Coupe du Monde dans nos stations iséroises pour l'hiver prochain et sûrement les suivants. Le fait que vous ayez brillé dans ces deux disciplines n'est peut-être pas innocent pour que ça revienne chez nous en Isère, ces compétitions de plus haut niveau. Eh ben, écoute, j'en sais rien, mais si c'est le cas, franchement, on est trop heureux. Oui. On parlait de vos points communs, vos galères éventuellement sur les Jeux Olympiques. Vous avez monté aussi cet hiver une académie de freestyle ensemble à l'Alpe d'Huez. En quoi ça consiste, Ophélie ? Alors en fait, avec Guilbault, on a souvent été amené à parler en entreprise, lors de conférences, de choses comme ça. Et on s'est rendu compte que c'était souvent un discours très descendant et qu'on parlait d'émotions, on parlait de mouvements, on parlait de sensations. Et en fait, on était dans une salle enfermée. Et l'idée de Guilbault a été en fait de profiter de la venue de la Coupe du Monde de ski de boss à l'Alpe d'Huez et donc de l'installation de cette piste pour faire découvrir nos deux disciplines. Alors initialement aux entreprises, mais c'est vrai que ça pourrait être aussi des particuliers. Et de partager nos valeurs, nos anecdotes, mais en action, on glisse. Voilà, comme on peut voir les images. Là, on voit, en rouge c'est Ophélie, en noir c'est Guilbault. Voilà, et puis là on voit des personnes qui sont très très réceptives. Bon, c'est des passionnés qui sont là avec nous. Et voilà, donc on met en pratique, on fait découvrir notre discipline, on transmet notre passion. Et voilà, l'objectif c'est vraiment, voilà, là on voit Il y a quelques progrès à faire. Là. Ouais, mais ils s'en sortent très très bien. C'était pas facile à skier. Mais voilà, ils ont vraiment tous progressé et ont, je pense, passé une très très bonne journée. C'est pas que un cours de ski. Hein. Là, on voit vraiment. Ouais. C'est vrai qu'on apporte des données techniques, mais il y a vraiment, il y a vraiment beaucoup d'échanges. S'il y a un mot qui devrait résumer ça, c'est le partage. Ouais, partage, transmission, plaisir, sourire. Et puis on n'a pas toujours l'occasion, quand on est un simple skieur, de passer une journée avec des champions du monde de ski. Donc je pense que ça. Et puis deux. Oui, deux. Un et une. Donc c'est ça. Ça va se poursuivre ce binôme freestyle pour les hivers qui viennent. Bien sûr. Ouais. Bon là on l'a lancé, on n'a pas forcément eu trop le temps parce qu'on était un petit peu au taquet chacun de notre côté. Mais oui, là l'objectif c'est vraiment de structurer ça l'année prochaine et puis de pouvoir vraiment le faire découvrir à qui le veut. Je disais en introduction, vous êtes aussi ambassadeur, comme de nombreux sportifs isérois, de Grenoble-Alpes, qui est la marque de territoire que la métropole a lancée en 2019. En quoi ça consiste, ce rôle d'ambassadeur ? Vous êtes même faites partie de l'équipe des pionniers, Ophélie. Hein. Oui, les pionniers, c'est le nom des ambassadeurs de Grenoble-Alpes. Et ça consiste, écoute, en fait, on est tous, je pense, un peu emblématiques dans nos domaines.
Et ils sont très nombreux au sein de l'équipe de Grenoble-Alpes. Donc c'est une équipe hétéroclite, mais qui a vraiment pour point commun, je dirais, une énergie, une envie, une fierté aussi d'appartenir à ce territoire et de montrer que toutes les facettes merveilleuses de Grenoble et de tout ce qui l'entoure. Et au fil des actions, en fait, on est vraiment devenu une bande de potes aussi. L'attachement au territoire, Guilbaud, vous l'incarnez, vous avez débuté à Champs-Rousse, vous avez fait toute votre carrière toujours sous les couleurs du club de Champs-Rousse, puis vous habitez pas très loin. Ah oui, il y a une Grenoble, le GUC. Le GUC, j'allais dire. Faut pas oublier le GUC. C'est vrai, le GUC. Il n'y a pas toujours des grands champions. Il y a eu Perrine Pellen, il y a eu Guilbaud Cola au GUC, donc il faut les citer, club citadin. Ouais, il faut les citer, il ne faut pas les oublier. Moi, ils m'ont beaucoup aidé, ils ont cru en moi. Et c'est vrai qu'il y a eu une période un petit peu plus compliquée avec la station de Champs-Rousse. Et donc voilà, Grenoble, le GUC m'ont accueilli les bras ouverts. Donc il ne faut pas les oublier. Grenoble, ça a la vocation à valoriser notre territoire à l'extérieur. Vous qui avez voyagé à peu près sur tous les continents pendant votre carrière, Ophélie, quelle image Grenoble renvoyait aux athlètes ou aux gens que vous pouviez croiser à l'étranger ? Alors, en fait, c'est marrant parce que Grenoble a un peu un visage multiple. En fait, on sait que c'est une ville étudiante au cœur de trois massifs qui sont vraiment, pour le coup, hyper connus, et chacun avec un ADN très fort. Et puis, il y a ce côté aussi scientifique, innovant, qui a vraiment un écho très fort à l'international. Et puis, il y a le côté Grenoble Sport, quoi, où c'est vrai que il y a des événements autant hiver qu'été, enfin même 4 saisons, j'ai envie de dire. Et tout ça fait une ville pleine de relief, comme ce qui l'entoure en fait. Je crois que vous étiez, on voit des images de la patinoire, vous étiez tous les deux d'ailleurs pour le titre des Brûleurs de Loups cette année en hockey sur glace. Et Damien Fleury qui fait aussi partie des pionniers, donc forcément, ouais. Encore plus. Le capitaine des Brûleurs de Loups qui est aussi un des piliers de l'équipe de France de hockey sur glace. Et puis tous les deux, vous êtes restés dans votre région, vous habitez encore dans le grand bassin grenoblois et ça fait aussi partie je pense des critères de sélection de ces pionniers, de ces ambassadeurs, d'avoir des gens qui vivent vraiment sur leur territoire. On aime notre territoire, donc pourquoi on irait ailleurs ? On est trop bien chez nous. Bon, et puis en plus, quand on est pionnier, voilà, et qu'on participe à des petits événements, on repart avec des cadeaux. Là, c'est Ophélie qui m'a généreusement légué ses bâtons de randonnée. J'en ferai bon usage aux couleurs de Grenoble-Alpes. Merci beaucoup, Ophélie. Une fois que c'est dit à la télé, c'est compliqué de revenir en arrière. Hein. On n'est plus copains. Bon, Guilbaud parlait de ces problèmes de dos, des problèmes qui ont été transformés en solutions à la fin de votre carrière. On avait déjà eu l'occasion d'en parler sur le plateau de Télé Grenoble il y a quelques années, quand vous aviez décroché le concours Lépine, qui est le concours dédié à tous les inventeurs en France, et vous aviez remporté un prix dans ce concours prestigieux grâce à une invention qui était issue de vos problèmes de dos. Oui, c'est ça. Bon, après, je ne suis pas tout seul. Hein. Je cite Olivier Hugo, qui est mon ami et co-inventeur de l'Active Base. On avait décidé de monter ça dû à mes problèmes de dos. Et donc oui, en 2014, on a gagné dans la catégorie de société médecine, sport et exercice. Donc on n'a pas eu de médaille aux Jeux Olympiques. Enfin, j'ai pas eu de médaille aux Jeux Olympiques, mais voilà, une médaille au concours Lépine. Donc j'en suis très fier. Et voilà, et donc ce petit tabouret dynamique qui permet vraiment de lutter contre la sédentarité et aussi, bien sûr, les problèmes, tout ce qui est rachialgie, problème de dos, et à vraiment remobiliser, réactiver la personne en étant bien sûr productive dans ses activités. Et moi, je vous invite à l'utiliser avant d'avoir mal au dos. Voilà, on est beaucoup sur du préventif. Ouais, aussi. C'est un siège qu'on peut utiliser dans le quotidien, au bureau. Ça n'a pas l'air hyper confortable vu comme ça. Exactement. En fait, il fait peur quand on le voit, mais quand on s'assoit dessus, en fait, on va s'empiler automatiquement. On est vraiment sur un travail proprioceptif où on va réactiver les muscles profonds, les muscles stabilisateurs, et on va bien sûr pouvoir choisir ses mobilités, ses amplitudes de mobilité par rapport à la morphologie, pathologie ou activité de la personne. C'est ça qui est bien avec l'Active Base, c'est que c'est un petit siège qui est totalement modulable, qui fait que 2 kg et est facilement transportable vu qu'il est entièrement démontable. Il avait un beau petit déhanché là sur les images. Je suis jalouse.
Ouais, mais bon, c'est son produit, c'est son C'est bébé, ça. donc il le maîtrise très bien. Et puis, c'est une belle aussi reconversion. Je disais que vous étiez resté dans le milieu du ski, mais vous faites aussi beaucoup de choses à côté, et notamment Ophélie, c'est pas toujours sur les planches. Des fois, c'est sur le vélo, sur les roues que vous aimez. Vous, Oui. vous exprimer, et vous allez partir dans quelques semaines pour un Tour de France en vélo, mais un Tour de France un peu particulier. Oui, c'est vrai que j'aime bien les challenges, les défis. J'ai besoin de m'en mettre un par an. Et cette année, voilà, oui, je pars le 25 mai en solitaire et en autonomie et je fais le Tour de la France. Par les frontières. Voilà, au plus près des, enfin voilà, frontières et littoral et j'inclus la Corse. Donc ouais, ça fait 5500 km et attention, 56 000 de D+. ça, le chiffre, il me fait peur. Mais voilà, non, c'est chouette, c'est une belle aventure. Je pense que il y a cette idée de voyage, hein, de voyager, voilà, découvrir. C'est vrai qu'il y a des coins de France qui doivent être merveilleux, que je ne connais pas et j'espère les découvrir lors de ce voyage. Mais c'est aussi un voyage à l'intérieur de soi, je crois. C'est aussi découvrir ses limites et des choses comme ça. Je pense que c'est un peu des restes du sportif de haut niveau, là. Vous allez dormir chez l'habitant? Comment ça va se passer? Absolument, ouais, j'ai déjà mes étapes, du coup je sais à quelle date et où je serai chaque jour et du coup effectivement je dors chez l'habitant et ça aussi ça me tient beaucoup à cœur parce que ça va être partir à la découverte. Alors il y en a c'est des amis, il y en a c'est de la famille d'amis, il y en a c'est des potes de potes, mais il y a des gens, je ne les connais absolument pas, ils se sont proposés sur les réseaux sociaux. Et je trouve ça juste merveilleux et j'adore cette idée de la bienveillance et de l'accueil et de la gentillesse des gens comme ça sur un projet un peu uluberlu et je me réjouis à l'avance de les rencontrer. Bon, je ne vous mets pas la pression, mais c'est plus long le Tour de France que vous allez faire vous que ceux que fait les coureurs au mois de juillet avec tout leur entraînement. Bah oui, puis c'est pas la même vitesse aussi, je crois. On verra. On verra. Vous y allez en solo complet, vous serez vraiment toute seule. Alors, je suis toute seule à faire la boucle totale, mais ensuite, je vais poster mes itinéraires, mes GPX hein, pour les aficionados. Et tout le monde est absolument le bienvenu pour faire l'étape complète, un petit bout. Juste être là et me faire coucou, ça me fera plaisir. Mais effectivement, je dis solitaire parce que je suis la seule à faire les 40 étapes. Ouais. Alors, on m'a dit qu'en descente, il n'y avait aucun problème. Par contre, en montée, en vélo, vous aviez souvent besoin d'un petit coup de main, non? Ah ouais. Oh, les archives. Ah, ça oui, date. Alors, oui, Rock d'Azur. Mais quand même, je suis derrière Nicolas Vouilloz. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est un peu une pointure. Et ouais, c'était une bonne expérience. Il me mettait la pression, il fallait que j'appuie sur les pédales. Mon Dieu, c'était dur. Bon, multiple champion du monde de descente, Nicolas Vouilloz en VTT, qui avait pris Ophélie sur son porte-bagages, mais je crois que vous étiez bien débrouillé sur cette expérience. Guilbault, le vélo, un Tour de France à la mode Ophélie, ça... Non, moi, un Tour de France, mais aller faire un petit tour avec Ophé, ouais, ça me ferait vraiment plaisir. Mais c'est marrant de voir ces images parce que nous, on l'avait fait aussi dans la montée de à Champs-Rousse. Champs-Rousse. En tandem, tous les En deux. tandem, ouais. Alors là, ouais. j'ai pas les Et- images Et, de celle-là, c'est on dommage. s'était fait accueillir par une personne à Uriage parce que justement, on avait le dérailleur qui avait un gros problème, vrai. les pneus dégonflés, et il était en vélo. Il a dit suivez-moi, je vais vous régler ça. Il nous avait réglé le vélo avant d'attaquer la montée. Donc Ouais, c'était il nous super a ouvert parce que son garage, il avait a remis notre vélo ouais, en état et on a c'était pu super. continuer. Ouais. Il y a des gens très sympas à Uriage. très humain, super, magnifique. Bon, bah, on vous croisera peut-être avec plaisir en tandem sur les routes de l'Isère. Il y a des belles balades aussi à faire dans le coin. On n'a pas besoin d'aller sur les frontières françaises pour trouver un Non. terrain de jeu quand on part en vélo. C'est sûr. On va rester dans le vélo avec une des entreprises présentes ici au Mountain Planet, qui est l'entreprise grenobloise dont la spécialité est justement de construire des pistes pour la pratique du vélo. Avec nous, donc Yannick Méneron, dirigeant de Bike Solutions, hein, entreprise grenobloise, qui œuvre déjà depuis une bonne quinzaine d'années, vous aussi, hein, dans ce domaine de la conception d'équipements pour le vélo et le VTT notamment. Ouais, ça fait 15 ans, ça fera 15 ans au mois de mai, là, donc on a bientôt l'anniversaire officiel. Ouais, basé à Grenoble, et puis notre métier, c'est de créer des espaces ludiques pour vélo. Donc on a des parcours de descente, on est beaucoup intervenu dans les Alpes autour de chez nous, mais pas que dans les Alpes, un petit peu partout en France, aussi à l'international. Et puis depuis, ça a évolué vers d'autres produits, hein, des produits vélo électriques, de pump track,
de parcours liés à la mobilité en vélo, plein d'autres choses en fait. Vous aviez senti le coup, parce qu'il y a 15 ans, ce n'était pas forcément évident de se positionner sur ce secteur-là. On va dire qu'aujourd'hui, ça paraît indispensable pour une station de ski alpin d'avoir un équipement VTT pour la saison estivale. Ouais, on n'en trouve pas beaucoup qui se sont pas lancés d'une manière ou d'une autre vers le VTT, que ce soit avec de l'enduro, de la descente, du cross-country ou des petits aménagements ludiques fixes ou sous format événementiel. Il y a toujours quelque chose. Donc nous, voilà, notre métier, c'est d'accompagner les destinations touristiques, alors les stations en particulier, mais c'est des destinations outdoor, loisirs en général, pas forcément en montagne, dans la définition, la conception et la réalisation de leur espace VTT. Alors il peut être petit, il peut être grand, il peut être en intérieur, en extérieur, il peut être ouvert au public, fermé. Voilà, il y a plein de manières de l'envisager. C'est notre métier de le concevoir justement. C'est un aménagement spécifique à une piste de descente, même si elle est sur le domaine de ski alpin hivernal. On ne reprend pas la piste qui sert aux skieurs. Non, surtout pas. Non, c'est bien des tracés spécifiques qui passent. Alors on essaie d'éviter en l'occurrence les pistes de ski parce qu'elles sont plates et enfin pas plates mais lisses et aseptisées. Donc on essaie justement d'avoir nous le maximum de micro-relief avec des virages relevés, des petites variations de pente, des virages, des petites montées, des petites descentes. Et pour ça, on a besoin plutôt d'être plutôt dans les bois ou dans les zones où justement on ne gêne pas l'activité ski qui, elle, a besoin d'avoir des zones quand même bien régulières qui ne sont pas trop compatibles avec les mouvements de terrain et les bosses dont on a besoin en vélo, quoi. Je parlais des aménagements spécifiques que demande la construction de pistes de VTT. Vous avez une expertise dans ce domaine depuis une quinzaine d'années. Là, on voit certaines de vos réalisations, notamment à l'étranger. Je crois que c'est en Norvège, hein, ce circuit. Oui, ces images sont prises en Norvège, ouais, sur le site de Trysil, qui est une station de ski scandinave connue en Scandinavie en tout cas, un peu moins ici, mais voilà, où on a aménagé, on a conçu avec eux. L'objectif, c'était d'avoir la destination VTT la plus importante de Scandinavie, sachant qu'ils partaient de zéro en 2014, donc ouais, il y a eu beaucoup de boulot. Donc ils ont atteint ces objectifs hein, depuis 3-4 ans maintenant. C'est la station où il y a le plus de VTTistes dans toute la Scandinavie. On a travaillé sur différents aspects. Donc il y avait des parcours de cross-country, un espace bike park d'initiation vraiment très tourné vers la famille et vers les débutants. Ce qui fait que c'est très facile de faire du vélo à Trysil avec des enfants de 2, 3, 4 ans. Donc ça a été un bon changement par rapport à la situation qu'il y avait avant les années 2015. On a introduit le concept de flow trail aussi avec eux là-bas, donc c'est des pistes très peu pentues, très lisses, qui sont un petit peu en forme de toboggan, donc qui permettent de faire tourner les remontées mécaniques, des parcours de VTT électrique. Bref, on a travaillé un petit peu sur tous les sujets, sur tous les aspects, sur toute la palette qu'offre la possibilité créative autour du VTT pour contenter tout le monde et capter des nouvelles clientèles aussi pour faire la différence par rapport à d'autres stations ailleurs en Norvège, mais aussi en Suède. Bon, le savoir-faire isérois qui part comme ça dans des pays nordiques, c'était à souligner ici au Mountain Planet. Une des spécialités de Bike Solutions, c'est aussi le ou la pump track. Je ne sais pas si ça se dit au singulier, au masculin ou au féminin. Alors nous, on dit la pump track, ouais. Bon, moi, j'aurais eu tendance à dire mais de toute façon, on parle de la même chose. Pour ceux qui ne connaissent pas encore bien ce type de piste, comment on peut la définir ? C'est des espaces en fait où il n'y a jamais de plat, c'est que des bosses et des virages. Et le but sur une pump track, c'est d'avancer sans pédaler, juste en poussant et en tirant sur le guidon et sur les pédales. Ah, c'est pour Guilbault ça, alors avancer sans pédaler. Je pense qu'il serait bon là. C'est Ophélie et Guilbault, je pense qu'il. Ophélie. Ouais, alors moi je m'entraînais sur des pump track en fait l'été en roller. Ouais, c'est des bons terrains d'entraînement. Il y a l'équipe de France de snowboard cross qui s'entraîne aussi. Absolument, on a vu des biathlètes, on a vu des skieurs, on a des VTTistes et des cyclistes évidemment. C'est une nouvelle façon de faire du vélo en fait, hein, tout simplement, parce qu'il n'y a pas besoin de pédaler. Enfin, au contraire, c'est même gênant de pédaler. Il faut juste pousser et tirer sur le guidon. Et quand c'est bien dimensionné, c'est accessible vraiment aux débutants. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être bon pour y arriver. On y arrive vraiment, vraiment facilement. Et après, la difficulté, elle vient avec la vitesse qu'on peut obtenir quand on est bon. Parce que quand on commence à avoir beaucoup de vitesse, il faut savoir sauter, il faut savoir prendre des virages de plus en plus vite. Et il y a différentes combinaisons, différents niveaux de lecture qui s'ouvrent en fait selon les pratiquants. Donc voilà, il y a tout un savoir-faire qui s'est développé avec des niveaux de difficulté, comme pour les pistes VTT. Des modules spéciaux, bref, il y a une créativité autour de ça qui est vraiment importante.
Nous, on a fait la première en enrobé en France en 2015. Depuis, on en a fait presque 80, dont 5 hors de France. Là, on voit celle de Montbonneau, qui est une de vos dernières créations, qui cartonne, qui Qui est vraiment belle. attire beaucoup de monde chaque jour. Ouais, c'est la plus grande de la région, avec les 4 niveaux, vert, bleu, rouge, noir, comme en ski, hein, vert très facile jusqu'au noir très difficile. Donc ouais, il y a toujours du monde, des modules spéciaux. On a mis un petit peu tout ce qu'on savait faire sur ce parcours là qui a été fait il y a 2 ans. Et on est très fiers du résultat, ouais, donc on est bien content de ça. Bon, c'était Maxime Pétieux qu'on a reçu sur cette émission il y a quelques semaines, c'est un champion de VTT, donc il était à l'aise là-dessus. Mais c'est vrai que la pump track, c'est assez surprenant, mais quand on y goûte, finalement, on y prend vite goût. Ouais, c'est assez nouveau. On a fait beaucoup de travail pédagogique au début pour expliquer ce que c'était, parce que c'est vrai qu'on arrive avec un produit, on a des images, mais les gens ne comprennent pas ce que c'est. Et même quand ils arrivent sur place, les pratiquants, ils voient des boss, ils ne savent pas trop comment l'utiliser. Donc il y a tout un travail de pédagogie via la signalétique, via les niveaux de difficulté, pour expliquer aux gens comment ça s'utilise en fait. Maintenant, ça se démocratise. Avant, personne ne savait ce que c'était qu'une pump track. Et aujourd'hui, on se fait régulièrement appeler pour avoir ce type d'ouvrage. Donc ça commence à être connu. Et puis il y a toujours du monde dessus, donc quand on arrive, on voit les autres faire, on fait pareil, et puis voilà. Ophélie, la pump track, tu as déjà testé, ouais? Oui, alors. Spécialiste, toi? Ouais, non, je suis pas une spécialiste, mais en tout cas, oui, en roller pour m'entraîner en ski cross, et puis en skate, mais j'y ai laissé un coude. Décidément. Mais par contre, honnêtement, c'est à tester, c'est à faire, parce que c'est vraiment des sensations nouvelles et hyper cool. Et ce que tu disais est vraiment probant. C'est-à-dire ça va du petit gamin de 3-4 ans avec sa draisienne et jusqu'à l'ado super branché et les adultes en quête de petites sensations, quoi. Et vraiment, tout le monde se retrouve là-bas. C'est toujours une très bonne ambiance. C'est un super discipline. Il y a vraiment tous les publics, différents niveaux, différentes pratiques. Il y a vélo, skateboard, trottinette, roller. Il y a tous les engins à roues, en fait. Et ça va jusqu'aux petits enfants, même s'ils n'ont pas la technique pour pomper, et spécialement en draisienne où on n'a pas de pédale, on peut pas avancer, on est obligé de pousser sur les pieds, mais eux ils voient juste des montagnes russes, ils voient des buzz, des creux, des machins, et ils trouvent ça génial, même si c'est pas exactement pour ça que c'est fait, mais ils s'amusent quand même comme des fous, et puis ils ont juste envie de revenir, puis après ils progressent, et puis en fait c'est sans fin, en fait. Parce qu'il y a vraiment cette notion de progrès, de plaisir, de différentes combinaisons, de différentes lectures du site qui en font un outil de développement vraiment intéressant, quoi. Alors on parlait des Jeux Olympiques tout à l'heure avec Ophélie et Guilbault. Vous aussi, vous avez une actualité olympique à Bike Solutions? Ouais, plus dans la conception des parcours, du coup, nous on les roule pas. On fait partie de l'équipe maîtrise d'œuvre, qui s'occupe de la piste des Jeux Olympiques de Paris dans 2 ans, à Paris 2024. Donc c'est nous qui allons superviser le développement de cette piste. Elle n'existe pas encore? Non, elle n'existe pas encore. Là, on est en train de la dessiner avec nos partenaires et avec toutes les parties prenantes. Évidemment, on n'est pas tout seul, vous imaginez bien. Et on est aussi en charge de ce qu'on appelle la partie héritage, c'est-à-dire c'est tout ce qui vient autour de la piste olympique et qui sera d'un niveau inférieur et qui sera accessible à tout le monde. L'idée, c'est pas qu'il y ait un aménagement olympique qui soit là un petit peu hors sol et utilisé uniquement pendant l'événement, mais qu'il y ait d'autres aménagements autour pour en faire une destination grand public au global, même s'il y aura toujours la piste olympique, elle restera ouverte pour les clubs, pour les compétitions après les JO, mais il y aura d'autres parcours avec des niveaux différents, plus faciles, plus accessibles aux habitants du coin et aux plus jeunes des clubs. Donc ça en fera une destination. Donc il y a vraiment ces 2 volets, ce volet olympique, vraiment compétition, et ce volet, ce qu'on a appelé héritage, qui a vocation à rester pour la population locale dans le futur. Et bien voilà, 2024, encore le savoir-faire local qui va s'exporter cette fois aux Jeux Olympiques de Paris. Merci Yannick. On va terminer cette émission, non pas en vélo, mais en moto, ou en tout cas en drôle de moto. Oui, alors c'est une des innovations présentées sur le Mountain Planet cette année, le Moonbike, avec Hervé de Braun, qui est le directeur général de cette société. Bonjour Hervé, rebonjour. Si je traduis, Moonbike, c'est le vélo de la Lune. Ouais, c'est comme ça qu'on peut le présenter. C'est entre la moto et le vélo, c'est un peu hybride, et puis on est en train de révolutionner la mobilité enneigée.
Alors c'est un scooter des neiges qui a été inventé par des Alpins en Haute-Savoie. Je crois que vous développez ça depuis 2 ans. Oui, en fait, le fondateur est Nicolas Muron. C'est un ancien ingénieur d'Assaut Aviation qui est parisien au départ, mais qui a une partie de sa famille qui est à Saint-Nicolas-de-Véros. Et il a vu qu'en fait, l'été, il y avait beaucoup de choses sur la mobilité enneigée. Pas même l'été. Mais pas grand-chose sur la mobilité enneigée, pardon. Et il a inventé le premier scooter des neiges ultra léger. Pourquoi? Parce que ça fait moins de 87 kg. Ça va à 42 km/h. Et puis surtout, c'est zéro émission, zéro odeur. Voilà. Alors, il ne faut pas pédaler, même s'il n'y a pas de moteur thermique, ça reste un moteur électrique. La légèreté, ça lui confère aussi des caractéristiques un peu particulières sur le maniement. Oui, parce qu'en fait, c'est 87 kg, c'est hyper léger. Donc, vous voyez sur les images, la trace sur la neige, c'est pas plus que la trace d'un surf. Et au bout de 10 minutes à 15 minutes de prise en main, on retrouve vraiment les mêmes sensations de ski, notamment sur la prise de quart. Et ça, c'est la légèreté qui fait ça. Alors, ça tombe bien, sur ce plateau, il y a Ophélie qui l'a testé, parce qu'Ophélie, elle teste tout, la pump Tu t'es track, cassé quoi le ski de boss. Bah oui, non, c'est vrai, j'ai eu la chance d'essayer. C'était lors du. C'est OSV qui organisait ça et en fait c'était sur les innovations de l'année. C'était donc effectivement il y a 2 ans parce que c'était en plein Covid et à la Clusaz et j'avais essayé le mounbike et c'est vrai que c'est hyper surprenant. C'est très sympa. Quelle autonomie ont ces engins? Parce que l'électrique, c'est aussi un peu une de ses limites, de ne pas pouvoir permettre une pratique sur de nombreuses heures. Comment ça se passe? Parce que tomber en rade en montagne, j'imagine que ce n'est pas évident. Non, on ne tombe pas en rade en mounbike parce qu'il y a une double batterie, donc c'est 2 fois 1h30, sinon une batterie pro avec une autonomie de 2h20. Et c'est vraiment quelque chose de très ludique, donc c'est pas fait pour faire des balades de 5 heures, mais c'est plutôt fait pour un instrument vraiment ludique. Comme tu le disais, ça donne vraiment des impressions extraordinaires quand on se retrouve comme sur un ski, mais en fait sur une petite motoneige. Pardon. Quelle vitesse maximum? 42 km/h. Ah oui, ça va. Donc, mais surtout, c'est pas tant la vitesse, le fait que ça soit un véhicule électrique, comme tous les véhicules électriques, ça démarre vite. c'est nerveux. C'est très nerveux. Ouais. Bon, puis ça peut aussi servir, alors peut-être que ça pourrait intéresser aussi Guilbault et Ophélie, de remont de pente, c'est peut-être un petit peu exagéré, mais on le voit là sur ces images, on peut tirer un snowboarder avec son mounbike. Alors, c'est pas le premier usage, mais effectivement, nos premiers utilisateurs ont joué avec le mounbike. On est en train de réfléchir d'ailleurs à une version un peu plus sportive qui pourra vraiment monter des skieurs dans la puff. Mais effectivement, c'est l'une des adaptations qu'ils ont utilisées. Ouais. Bon. Ce qui est moins accessible, on va dire, c'est le prix. Ça coûte cher aujourd'hui encore C'est toujours la même question, c'est par rapport à quoi? En fait, non, c'est pas cher si on compare ça à un VTT électrique, c'est 8600 € hors taxe avec la livraison qui est offerte. Et surtout, ça répond vraiment à des problématiques aujourd'hui d'avoir une montagne plus durable, tout en un objectif qui est diversifier l'activité en milieu enneigé. Et pour preuve, aujourd'hui, on est présent dans 25 stations en France. Et en une saison, on a des clients maintenant dans 15 pays. Donc maintenant, il va falloir accélérer encore plus. Vous êtes présent aussi ici au Mountain Planet. C'est quoi l'objectif? C'est des produits que vous voulez vendre directement aux stations? Oui, on a 2 marchés. On a un marché, maintenant on a beaucoup d'expérience, qui est un marché B2B2C. C'est l'exemple de sociétés comme Oxygène à La Plagne, qui nous ont acheté une 12 mounbikes et qui l'exploitent en randonnée, donc quand les pistes sont fermées. Donc ça, c'est une première activité, une première cible sur le B2B2C. Puis on a développé, fort des premières demandes, un véhicule utilitaire qu'on présente aujourd'hui qui répond à des problématiques purement de domaine skiable, alors qu'il ne va pas faire du rescue en montagne, mais typiquement sur des pistes où il y a du long téléski ou sur la mobilité du personnel, d'avoir quelque chose pas cher, surtout comparé à un moteur thermique et surtout avec zéro impact, zéro émission et sans odeur. C'est vraiment la révolution. Et ce n'est que le début. La pratique de la motoneige en ancienne version thermique est réglementée en France et parfois contestée. Cet hiver, par exemple, à Champs-Rousse, dans la station de Guilbault, le parc de motoneige a été saisi par la justice. Est-ce que vous êtes dans le même type de réglementation avec un engin comme celui-là ou c'est plus souple? Alors aujourd'hui, c'est justement l'un des enjeux. On travaille vraiment en collaboration proche avec les maires, avec les députés.
On espère bientôt pouvoir travailler aussi avec les préfets pour leur expliquer que de toute façon, il n'y a pas de moonbags en France qui vont sortir sans un accompagnateur, que ce soit en circuit fermé ou en randonnée. Donc on ne veut pas devenir la mauvaise trottinette des neiges qu'on voit partout. Mais en revanche, on veut vraiment accentuer, parce que c'est le sens de l'histoire, c'est ce que nos premiers clients ou l'ensemble des domaines skiables nous disent, c'est d'avoir aujourd'hui un snowbike qui ne pue pas comme le deux temps, qui est silencieux et qui a zéro émission. Bah, c'est l'avenir. Donc de toute façon, il faudra que dans les prochains mois, dans les prochaines saisons, il n'y ait plus de thermique, plus de deux temps et qu'on passe à l'électrique comme le font les dameuses. Alors ça commence, hein, c'est un mouvement de fond qui va prendre quelques années, mais c'est le sens de l'histoire. Eh ben voilà, vous êtes positionnés là-dessus, les premiers. On voit que Bike Solutions, il y a 15 ans, avait senti que le VTT aussi aurait un bel avenir et ça paye aujourd'hui. Un petit tour de France en moonbike par les frontières, Ophélie? Je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de neige du côté de la Bretagne. Non, mais en revanche, maintenant on est dans les Pyrénées, on est dans le Jura, on est même en Alsace. Donc voilà, il faudrait faire le tour des massifs, on va dire, ça. en moonbike. Merci Hervé, merci à tous les quatre d'être venus. Merci à toi. À Grenoble-Alpes d'avoir habillé notre plateau avec ces belles tasses. Et puis j'en ferai bon usage, Ophélie, des bâtons, ne t'inquiète pas. Allez, nous, on se retrouve très vite au Mountain Planet ou dans notre studio pour d'autres aventures avec d'autres invités. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence. On admire leurs balais depuis le fond de vallée. Pendant la saison hivernale, elles illuminent nos pistes de ski. Les dameuses sont indispensables pour nos pistes. Et maintenant, certaines d'entre elles sont électriques, Adrien. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, chez CM Dupont, nous avons développé la première dameuse de ski alpin en tout électrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons une dameuse qui peut faire 6 à 7 heures de travail effectif, c'est-à-dire bien un travail réel sur piste, quelles que soient les conditions. Donc nous avons fait des essais sur des pistes allant de 5 à 25 degrés. Donc aujourd'hui, c'est une machine qui va être rechargée à peu près en 5 à 6 heures. Qui est équipé donc de 10 batteries pour lequel on a aussi 3 moteurs, 3 moteurs dans la machine et 2 moteurs à l'extérieur de la machine. Donc nous avons deux moteurs, un pour chaque chenille, 2 moteurs pour la fraise et un moteur pour l'accessoire. Donc au niveau de la chenille, nous avons 140 kW en pointe, ce qui, grâce à un rendement assez optimisé, nous permet d'avoir 18 000 Nm par chenille. Donc 18 000 Nm, pour les personnes qui nous regardent, c'est vraiment, ça nous permet d'avoir une force de poussée au niveau de la lame pour aller enneiger les différentes pistes de ski. Et ces dameuses, en plus d'être électriques, elles sont made in France. Elles sont fabriquées où ? C'est ça, tout à fait. Donc nos dameuses sont fabriquées à Pontcharrat. Donc Pontcharrat, c'est entre Grenoble et Chambéry. Et on essaye vraiment de faire travailler des entreprises françaises. Donc la cabine est réalisée au niveau de Chartres. Le châssis est fait dans le centre de la France. La mécano-soudure des différents accessoires est faite à Pontcharrat, à côté de notre entreprise. Et les différents composants plastiques, thermoformés et ainsi de suite sont aussi formés sur Grenoble. Donc on est vraiment, on cherche vraiment à avoir cette philosophie Made in France, ce qui nous fait aussi nous démarquer de nos concurrents. Eh ben, merci beaucoup Adrien. Et tout de suite, on retrouve le JT de Marie-Caroline Abrial. On y est, le rendez-vous mondial de l'aménagement en montagne a débuté ce mardi matin à Alpexpo. Pendant 3 jours, près de 20 000 professionnels du secteur se retrouvent pour mettre en avant et découvrir la montagne de demain autour de 900 exposants. Mastergrid poursuit sa croissance et mise sur la diversification et l'international. L'entreprise grenobloise ambitionne de devenir un acteur majeur des services intervenant sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'énergie et propose même un centre de formation.
Et puis un peu de nature et de biodiversité, ça peut pas faire de mal. Une piste de ski qui passe, c'est aussi des petites bêtes qui trépassent. Les colombes et leurs congénères sont au cœur d'une exposition à voir en ce moment au Muséum d'histoire naturelle de Grenoble. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce JT en direct du Mountain Planet à Alpexpo. C'est parti pour l'actualité du Grand Grenoble de ce mardi 26 avril 2022. Quel avenir pour la pratique de la montagne? Un drone pour localiser les victimes d'avalanches, des casiers pour déposer ses moufles, mais aussi les dernières nouveautés en matière de remontée mécanique, sans oublier des innovations qui permettent de faire baisser l'impact carbone en station. Tout ça, c'est en ce moment à Alpexpo pour la 25e édition du Mountain Planet. Laurie Baillet est allée faire un tour dans les allées du salon. Il est le plus grand salon au monde dédié à l'aménagement en montagne. Après 4 ans d'absence, le Mountain Planet revient à Alpexpo pour 3 jours. L'occasion pour les acteurs et professionnels de la montagne, hiver comme été, de découvrir les transitions, innovations, les solutions et les dernières tendances. Avant, on parlait de grosses machines qui fonctionnaient au diesel. Aujourd'hui, on parle plus d'électrique, on parle plus d'hydrogène. On parle de ce qu'on appelle le management des déchets, de l'eau pour préserver la ressource. Et surtout, on parle de digitalisation pour encore plus accueillir les gens pour pratiquer le ski, mais surtout pour découvrir la montagne en hiver, mais aussi également en été. Au total, le salon accueille plus de 18 000 visiteurs, 430 exposants, 1000 marques venues du monde entier sur plus de 50 000 mètres carrés. Et pour Poma, la référence mondiale du transport par câble et entreprise iséroise, c'est évidemment un rendez-vous incontournable. Notre rôle ici, c'est vraiment de partager en tout cas à la fois nos réussites, notre foi à la construction de l'avenir et puis de rayonner sur toutes ces nouvelles formes d'utilisation du transport à câble que peuvent être le tourisme, voire l'urbain, puisque finalement, voilà, la palette, elle s'élargit. Et aux côtés des habitués, certains présentent leur savoir-faire local pour la première fois. C'est un drone qui doit permettre de localiser les smartphones, notamment les smartphones de victimes d'avalanche, qui va être en capacité à faire de la radiolocalisation du smartphone sur la base de signaux Bluetooth. L'apport du drone, c'est justement pouvoir se déplacer très rapidement sur cette coulée de neige et par conséquent sauver plus facilement des vies puisque le temps compte en situation d'avalanche. POPO, c'est d'abord une enceinte, mais c'est aussi une solution de sonorisation outdoor extrêmement portable via ses bretelles et extrêmement légère. Donc on va vraiment avoir un produit très facile à transporter qui va permettre de mettre en place des animations ou des performances artistiques très facilement. Le Mountain Planet, c'est aussi de nombreuses conférences et masterclass internationales, autour notamment de la dimension environnementale et de la digitalisation de l'offre touristique. Et pour la première fois jeudi, le salon s'ouvrira au recrutement avec des postes proposés dans l'accueil, la mécanique, là encore, ou la restauration, la compta et tout ça en montagne évidemment. 4 personnes placées en garde à vue à l'hôtel de police de Grenoble lundi. 3 adultes, 2 hommes et une femme de 18, 20, 23 ans et un adolescent de 16 ans suspectés d'avoir, dans la soirée du 19 avril dernier, roué de coups 3 militants de l'UNI, le syndicat étudiant proche du Parti des Républicains. Vers minuit, les agresseurs, une dizaine au total, auraient suivi leurs victimes en sortant d'un bar proche de la place Vaucanson jusqu'à la place Grenette avant de les frapper. Selon les militants de l'UNI, leurs agresseurs seraient des antifas, ce que le parquet de Grenoble n'a pas confirmé pour l'instant. Eux échappent toujours à la justice. Les auteurs d'un sabotage sur les lignes à haute tension passant sous le pont de Brignoux. Depuis le 5 avril, le passage est coupé entre ces 2 rives de l'Isère, la structure ayant été largement endommagée par les flammes. Mais le département vient d'annoncer que le pont rouvrirait sur un seul trottoir pour les piétons le lundi 2 mai, jour de retour des vacances. Les lycéens venant de Crolles, scolarisés à Villarbonneau, pourront ainsi traverser pour récupérer un bus de la région posté de chaque côté du pont. Et comme l'a précisé le vice-président aux mobilités du département, Bernard Perazio, les vélos et trottinettes ne pourront pas rouler sur le trottoir, sinon que les usagers devront marcher à côté de leurs moyens de locomotion. Avant l'incendie, ce sont près de 27 000 véhicules par jour qui empruntaient ce pont.
L'expertise des installations autour des lignes à haute tension, c'est le cœur de métier de Mastergrid, anciennement site de Merlin-Gerin puis de Siemens. Une entreprise grenobloise en pleine croissance qui mise sur un marché domestique solide, une montée en puissance de l'international et une diversification de ses activités. Charlotte Faulkner. Créée en 2019, Mastergrid est une entreprise grenobloise spécialisée dans les services aux équipements électriques haute tension. La société réalise des opérations de maintenance et de rénovation des équipements électriques pour des producteurs des réseaux de transport et de distribution de l'électricité en France et à l'international. Alors on travaille plus sur les postes électriques, pas sur les lignes. Et on peut être amené à faire des opérations, et on est souvent amené à faire des opérations de maintenance préventive. Donc on fait des travaux sur les équipements électriques pour éviter les pannes et anticiper les pannes. Et puis de temps en temps, il nous arrive d'intervenir sur avarie au pied levé pour dépanner nos clients et remettre les installations en service. Très présent au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, la filiale française est spécialisée dans la maintenance d'équipements électriques. Mastergrid poursuit son développement avec le rachat récent des entreprises SHB Électrique et KTHV, des acquisitions qui ont pour but de diversifier les activités de l'entreprise. La société SHB qui est présente en Île-de-France nous permet d'intégrer des compétences sur les équipements moyenne tension et non pas haute tension. Également sur les câbles électriques. Et quant à la société KTHV, c'est un bureau d'études. Et donc là, c'est plutôt une société qui va nous permettre d'intervenir plus en amont, de travailler avec nos clients sur des projets de nouveaux postes électriques. Dans ses locaux grenoblois, l'entreprise possède également un centre de formation de 600 mètres carrés où sont regroupés l'ensemble des équipements des activités de Mastergrid. Au total, 300 personnes sont formées ici chaque année. Ici, ce n'est pas un musée, ce n'est pas un showroom, bien qu'on puisse le prendre un peu comme ça, mais c'est un lieu qui vit, avec des personnes qui viennent faire des travaux pratiques ici, qui mettent les mains sur le matériel, qui démontent, etc. Donc c'est vraiment un lieu vivant qui est aussi bien fait pour accueillir nos clients, mais pour aussi simplement actualiser ses connaissances, voilà, revoir des choses nécessaires pour son travail. Aujourd'hui, Mastergrid compte 180 salariés en France et dans le monde. L'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 36 millions d'euros en 2021 et prévoit une croissance de plus de 20% en 2022. Mastergrid a aussi rejoint la Convention des entreprises pour le climat qui rassemble plus de 150 entreprises avec pour ambition de construire un nouveau modèle économique respectueux du vivant et le mettre en œuvre. De l'infiniment grand à l'infiniment petit, lui aussi s'intéresse au respect du vivant. Philippe Lebeau est spécialiste de macrophotographie. Sa passion, les petites bêtes du sol, méconnues et pourtant si utiles. Dans le cadre du mois de la biodiversité de Grenoble Capitale Verte, le Muséum d'histoire naturelle de Grenoble nous propose de découvrir son travail. Lina Badreddine. Gloméris, Yules, carabes, des organismes vivants qui se trouvent dans nos composts et dans la terre. Des êtres minuscules que Philippe Lebeau a grossis avec son appareil photo et son œil passionné pour les faire connaître et comprendre au grand public au Muséum d'histoire naturelle. De faire découvrir un peu cette biodiversité qui est quand même sous nos pieds, pour la plupart, très petite, qui se cache, qui est très discrète. Quand on marche en sol, on les piétine, on en tue, mais il y en a des milliers par mètre carré. Mais des fois, on n'a pas conscience. Alors qu'ils ont un rôle vraiment très très important au niveau de décomposer de la matière organique et puis de la création d'humus et d'éléments nutritifs pour les plantes, pour les arbres, etc. Plus d'un quart des espèces animales et végétales connues vivent dans le sol, c'est 2 fois plus que dans les océans. Des espèces indispensables au maintien de la biodiversité et de l'écosystème. Les premiers qui ont intéressé Philippe Lebeau, ce sont les colamboles. Alors eux, ils ont un rôle de décomposeur au niveau des matières organiques. Ils ont aussi un rôle de régulateur de la flore bactérienne, parce que quand la matière organique morte, c'est en forêt, en milieu, un écosystème naturel,
c'est toutes les feuilles mortes, c'est tous les branches qui tombent, les excréments d'animaux, les cadavres d'animaux, les poils, etc., qui sont à la fois digérés par une multitude d'organismes et aussi par des collemboles qui vont arriver, qui vont commencer à se nourrir de microalgues, un peu de l'épiderme des feuilles mortes, des bactéries aussi qui prolifèrent. De nos jours, à peine 15% des espèces vivantes du monde sont connues. Et dépêchez-vous, cette exposition fermera ses portes vendredi soir. Dans l'agenda également, c'est à une expérience immersive que l'Hexagone de Mélan convie petits et grands du 27 avril au 6 mai dans le cadre de sa programmation Vive les vacances, celle proposée par la compagnie néerlandaise Judith Nab. Venez entrer dans cette maison installée sur le plateau et ouvrez grand vos yeux et vos oreilles sur le reste du monde. C'est la rencontre des imaginaires des enfants et des scientifiques à propos de l'univers. À voir et à écouter aussi un BD concert mercredi après-midi à 15h au Déclic de Clé. Sébastien Valder et Stéphane Damiano, tous deux issus de l'univers jazz, mettent en musique l'album Un océan d'amour de Wilfried Lupano et Grégory Panaccione. L'histoire de monsieur qui part pêcher chaque matin au large des côtes bretonnes. Mais un jour, il est pêché par un gigantesque bateau-usine et madame part à sa recherche. 4 femmes, 4 comédiennes de la compagnie O et puis M sont exposées sur la scène comme dans une vitrine et se questionnent, se confrontent, doutent, se révoltent, se souviennent, se consolent. C'est le propos de D'abord il nous regarde à voir à la basse-cour dans le quartier de l'Estacade à Grenoble, mercredi soir à 20h30. Un chœur dissonant qui cherche à s'accorder pour trouver l'équilibre. Une quête qui devient tragicomique. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Alors, je ne dirais pas que j'ai toujours rêvé de me retrouver dans un bob. En revanche, c'est vrai que même si c'est à l'arrêt, ça fait quand même des sacrées sensations de se retrouver dans le bob de l'équipe de France. Bruno Thomas, c'est pas cool, je vous ai piqué votre place de pilote. Vous êtes ancien champion de bob à deux notamment. Aujourd'hui, vous êtes directeur de ce site mythique qui permet à tout un chacun de réaliser du bob à la Plagne sur la piste olympique d'Albertville. Exactement, la piste olympique qui se trouve donc à La Plagne et vous êtes effectivement dans le bob qui a concouru aux Jeux olympiques de Pékin en bob à deux avec Romain Heinrich et Dorian Hauterville et c'est un bob qui aujourd'hui développe toute la technologie et toute la performance qui permet aujourd'hui d'être, on va dire, compétitif au niveau international. Alors les bobs qui sont utilisés pour faire descendre des touristes à La Plagne sont un petit peu moins performants, ils datent d'une dizaine ou voire vingtaine d'années, mais en tout cas voilà, ça vous permet de voir la rusticité et on va dire l'équipement très précaire d'un bob de compétition. Oui, alors j'ai quand même l'impression qu'ici, je suis quand même un plutôt petit gabarit, on n'y voit pas grand-chose, on arrive à voir, à deviner, il n'y a pas de commande ici non plus. Comment est-ce qu'on arrive à visualiser la piste ici ? Alors on visualise la piste tout simplement en anticipant les trajectoires, en anticipant les virages et puis on va piloter le bob avec les deux manettes que vous avez au niveau des genoux. Vous avez une manette qui vous permet de tourner à gauche et une autre à droite. Et puis la pression qui va s'exercer sur le bob et sur les patins qui va faire plaquer l'engin contre la glace va permettre tout simplement de donner la trajectoire à l'engin en recherchant évidemment la trajectoire la plus efficace. Je ne sais pas si on arrive à les voir ici justement les manettes, ça y est j'ai compris comment ça fonctionnait ici. C'est quand même assez stressant mais c'est quand même assez plaisant aussi en France de pouvoir descendre une vraie piste de bob. Tout ça on va en parler d'ailleurs dans Esprit Montagne, hein, c'est ce jeudi à 21h. Vous serez un invité de cette émission et vous nous direz tout sur ce site vraiment mythique. Moi je suis privilégiée, ici on ne peut pas y monter hein, normalement. Ouais, un petit peu privilégié, surtout que les bobs de compétition sont en général vraiment réglés avec précision. Donc voilà, c'est effectivement un privilège. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à venir à La Plagne et à descendre la piste. Bon ben, on va prendre le pari. Merci beaucoup Bruno Thomas. C'était un honneur en tout cas d'avoir pu monter dans cet engin avec vos beaux conseils. Et tout de suite, vous retrouvez Thibault Leduc pour Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait.
Ouais, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Si on parlait, une émission qui est sortie de son studio habituel pour s'installer dans un événement dont on va vous parler tout au long de cette émission. On a pris l'air de la montagne, le grand air même de la montagne, à l'occasion du Mountain Planet, ce salon qui réunit tous les 2 ans à Grenoble les acteurs de l'aménagement en montagne. On vient du monde entier pour présenter son savoir-faire et échanger. Un rendez-vous important pour nos stations, nos massifs. Et Télé Grenoble a donc profité de cet événement international pour déplacer son studio ici à Alpexpo, au cœur de ce salon où se prépare la montagne de demain. On va donc parler de cette thématique avec nos invités. Laurent Foissac, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de développement du service OnPiste, qui est une plateforme numérique développée par le groupe Rossignol, qui s'adresse à tous les pratiquants de sport de montagne. En face de vous, Eric Attès. Bonjour Eric. Bonsoir. Alors Eric est venu en repérage. Il est organisateur du salon de l'escalade qui va se dérouler pour la première fois à Grenoble, ici même à Alpexpo, à l'automne prochain. On en parlera au cours de cette émission. Thibaut Catelin, président de la section Isère de la FFCAM, le club alpin français. Bonjour Thibaut. Bonjour Thibaut. Bienvenue. C'est l'escalade qui vous fait rire comme ça? Non du tout. Bon, avec vous, on va parler de différents sujets qui vous concernent. Et puis Pierre-Loïc Chambon, dernier invité de cette émission. Bonjour Pierre-Loïc. Bonjour Thibaut. Le directeur de la mission montagne de la ville de Grenoble, qui organise les rencontres ciné-montagne, qui il y a quelques années avaient lieu pas très loin de ce studio, à côté d'Alpexpo, au Summum, avant d'intégrer le Palais des Sports. On est au cœur du Mountain Planet. Pierre-Loïc, je parle d'aménagement de la montagne au sens large. Il y a de nombreux professionnels qui sont ici. On va démarrer cette émission en parlant d'un aménagement de la montagne un peu particulier. Notre montagne, on va dire, quand on est grenoblois, c'est la Bastille, avec une opération bivouac qui va être proposée par la ville de Grenoble tout au long de l'été. Oui, effectivement. Alors, c'est un aménagement, on va dire, sobre et léger qui va être proposé à la Bastille. C'est dans le cadre de l'année Grenoble, capitale verte de l'Europe 2022. Effectivement, comme vous le savez, la ville de Grenoble, depuis 2003 maintenant, développe le programme Jeunes et Familles en montagne, avec la volonté de pouvoir permettre à tous les Grenoblois, petits et grands, issus de tous les quartiers, de découvrir la montagne. En fait, on ne le sait pas toujours, mais il y a toute une partie des personnes qui habitent Grenoble qui ne connaissent pas la montagne, qui n'y vont pas. Et on leur propose, grâce au programme Jeunes en montagne, de découvrir les activités. Puis là, on a voulu pousser un petit cran de plus dans un lieu qui est comme ça, un intermédiaire, une passerelle entre la ville et la montagne, qui est la Bastille, effectivement, auquel les Grenoblois sont très attachés. Et là-haut, grâce à un partenariat avec l'école d'architecture, mais aussi avec la FFCAM, dont le président est juste à côté de moi, et ben, du coup, on va proposer du 2 mai au 2 octobre une aire de bivouac. Alors, cette aire de bivouac, c'est quoi? Il y a 6 cabanes, 6 emplacements pour tentes. On pourra accueillir une trentaine de personnes. Et ça permet comme ça à des gens de découvrir une nuit en montagne dans un endroit un peu rassurant, pas trop loin de la ville non plus, pour un public qui est plutôt inquiet, on va dire un peu novice par rapport à la montagne. Puis on pourra aussi avoir des curieux qui viennent. Et c'était important pour nous. Là, on a déjà 45 groupes qui ont réservé, des centres de loisirs, des maisons des habitants, des associations de migrants. Voilà, tout un public qui partirait pas comme ça pour une nuit en montagne et ne s'aventurerait pas. Et là, grâce à cette aire de bivouac, à ces cabanes et au gardien de refuge qui sera présent, on peut les accueillir dans de bonnes conditions. Alors ces cabanes, elles ont été, vous le disiez, conçues par des étudiants grenoblois, des étudiants en école d'architecture, donc conçues spécialement pour l'occasion. Il y avait des critères particuliers à respecter ou vous leur avez laissé libre cours? Alors l'idée, c'était que ça s'intègre au paysage. Alors il y avait plus des critères pratiques. Il fallait qu'on puisse les monter dans des petits camions. Pour ceux qui connaissent la route de la Bastille, elle n'est pas très large et les épingles sont très étroites. Donc les étudiants ont construit des cabanes en kit. Donc l'intérieur est en bois, l'extérieur est en tôle. Comme dans les refuges, on retrouve du bois et de la tôle. Et l'enjeu aussi pour nous, l'autre demande qu'on leur a faite, c'est que quand le bivouac est fini le 2 octobre, on démonte tout et c'est comme si on n'avait rien mis à cet endroit-là. Donc c'était très important qu'on soit quelque chose qui soit éphémère et qui, quand on repart, on laisse l'espace comme on l'a trouvé. Alors effectivement, c'est des étudiants à l'école d'architecture, donc on le voit là sur ces images dans leur atelier à Grenoble. Ils lui ont quand même donné un peu de style, une petite patte à ces cabanes de bivouac. Ah oui, effectivement, elles sont très originales. En montagne, c'est un bout de tôle et puis basta. Alors là, c'est des étudiants, donc ils sont très créatifs. On a une cabane qui ressemble à une grotte en 3D avec du bois. On a une autre qui ressemble à une tente en métal avec des trous
dans le métal, mais ils ont mis du plexiglas, parce que sinon il allait pleuvoir à l'intérieur. Voilà, on le voit sur les images qui sont là. Voilà, chacune a son concept, chacune a son idée. Et ce qui était super intéressant pour les étudiants, c'est qu'ils passent de l'idée à la fabrication, et c'est eux qui l'ont mis sur place. Et d'ailleurs, ils vont tous y dormir juste avant l'ouverture, le 30 au soir, pour vivre ensemble le résultat de leur travail. Thibaut, c'est le boulot des clubs alpins de gérer des refuges. Alors des refuges normalement en montagne ou en haute montagne. Là, on est à même pas 500 mètres d'altitude sur le glacis de la Bastille. Comment vous avez appréhendé, vous, ce projet de refuge un peu urbain ? Eh ben, je pense comment on l'a appréhendé, on s'est posé la question avec Pierre-Loïc de est-ce que nous on pouvait calquer nos compétences en gestion de refuge en montagne, en haute montagne, à ce lieu qui est particulier, effectivement, qui est très proche de la ville, à la différence des refuges qu'on a en haute montagne. Et nous, on a été gestionnaire longtemps. En fait, il n'y a pas que des refuges qui sont à la FFCAM dans les montagnes des Alpes. Nous, on en a 7. On en a eu longtemps 7 en gestion dans la région Écrin-Belledonne, principalement. Et en fait, on n'a jamais été propriétaire, enfin en tout cas l'antenne de l'Isère n'a jamais été propriétaire de ces bâtiments. Par contre, on a été gestionnaire, donc gérer les gardiens, gérer la relation avec les gardiens, gérer les bâtiments en tant que tels de manière régulière. Est-ce qu'il y a des problèmes d'internet, de lit, voilà, toute la gestion qu'on appelle courante. Et donc là, on a un peu calqué toutes ces compétences qu'on a acquises au fil du temps sur ce lieu. Ok, on va recruter un gardien, on va réfléchir à l'animation que peut proposer le gardien, et puis voilà, éventuellement ce qu'il peut proposer durant les nuits, en fait, voilà, pour atteindre le but. Un gardien de refuge, il fait à manger également en général à ses hôtes en montagne. En tout cas, est-ce que ce sera le cas aussi sur ce bivouac de la Bastille ? Alors non, a priori, il ne va pas faire à manger. Il va avoir recours à des traiteurs pour permettre quand même qu'il y ait des demi-pensions. Le but étant, je vais laisser Pierre-Loïc renchérir, le but étant que vraiment les usagers qui vont pouvoir aller passer une nuit dans ces bivouacs découvrent les codes nous on va appliquer en montagne, et que ça serve un peu de formation ok, on va en haute montagne, on va trouver un refuge, comment ça se passe. Voilà. Oui, c'était important pour nous, la dimension éducative de ce bivouac. En fait, avec les canicules, avec le Covid, on a vu pas mal de personnes partir en montagne pour bivouaquer, mais qui n'avaient pas forcément la culture ou l'habitude de le faire. Et du coup, on a des messages à faire passer, des bonnes pratiques. Voilà, on repart avec ses poubelles, donc ça sera la même chose dans ce refuge-là. Il n'y a pas d'électricité, on ne sera que à la frontale sur l'aire de bivouac. Il y a un seul point d'eau, donc ça sera assez rustique, mais vraiment pour préparer les gens à ça. On a quand même mis de la demi-pension. Elles monteront par les bulles, les demi-pensions. C'est peut-être plus pratique que par hélico ou à dos de mulet pour certains refuges. C'est quoi la capacité d'accueil du site ? On parlait de réservation en haute montagne. Il faut réserver parce que les refuges, ce n'est pas non plus des endroits où on peut dormir à des dizaines et des dizaines de personnes. Ce sera quoi là sur le site ? Donc il y a 30 places. Ce qui est super, c'est qu'on réservera sur la même plateforme de réservation que le promontoire ou n'importe quel autre refuge. Voilà. Alors nous, on a fait tout le volet où tous les groupes issus des quartiers ont déjà pré-réservé les nuits, mais tout à chacun peut venir en se connectant sur le site de la FFCAM et en réservant le bivouac comme il refuserait n'importe quel refuge au sein des Alpes. Oui, moi j'allais rembrayer en disant que la continuité naturelle n'est peut-être pas le promontoire, mais des refuges la marche est peut-être un peu haute. Voilà, en moins haute altitude. Mais voilà. 10 € la nuit, c'est ça le tarif Oui, effectivement, c'est 10 € la nuit. Il y a des tarifs réduits comme toujours à la ville de Grenoble. Et la demi-pension, donc petit déjeuner plus repas du soir, est à 22 €. Voilà, pour la partie restauration, mais elle n'est pas obligatoire. On peut tout à fait venir avec sa popote, il n'y a pas de souci. Oui, comme dans les refuges d'ailleurs de montagne. La FFCAM qui gère de nombreux refuges ici en Isère et en France. On sait aujourd'hui combien à peu près il y a de refuges sur notre territoire isérois ? Sur le territoire isérois, je ne saurais pas dire. Je dirais, à la louche, je dirais une 50aine. Je ne suis pas sûr de moi. Dans les écrins, il y en a plus de 30 déjà, juste dans les écrins. Et en tout cas, moi, je sais que la FFCAM en a à peu près 150 en France. Voilà, toutes régions confondues. On en voit quelques-uns là sur ces images des refuges isérois. C'est une activité à la mode d'aller passer la nuit en refuge. Avant, c'était réservé, on va dire, aux montagnards qui partaient pour des courses le lendemain. Est-ce que ça s'est démocratisé ces dernières années ?
Comme disait Pierre-Loïc, et je pense qu'il a entièrement raison, le phénomène Covid a beaucoup aidé à pousser les gens à aller plus dehors, plus en montagne du coup, parce qu'à côté de la maison il y a des montagnes et pas des plaines. Et donc je pense qu'effectivement oui, ça s'est plus développé. En tout cas la création des refuges dans la fin des années 1800, il y a eu, c'était principalement pour des alpinistes, pour développer l'alpinisme, parce que c'était tout ça, les courses en montagne qui se développaient. Et en fait, aujourd'hui, on voit bien les refuges ont évolué en fonction de la fréquentation, et on voit bien que c'est devenu presque des fois des restaurants d'altitude, du fait qu'il y avait beaucoup de gens qui montaient pour passer un moment au refuge, passer une nuit. Et voilà, c'est vrai que ça, je pense que ça s'est modifié. Ouais. Encore qu'il y a des refuges comme le Promontoire qui restent des refuges d'alpinistes. Voilà. Justement, ce refuge de Promontoire, une petite colle, vous savez quel est le plus haut refuge de l'Isère? C'est vraiment une petite colle parce que je viens de donner la réponse. Mais... L'Isère, moi je sais pas. Bah si, c'est le refuge du Promontoire. Eh ben si, justement, qui est niché au pied de la face sud de la Meije. Le voilà, ce refuge. Alors on le voit pas bien là, mais voilà, il commence à apparaître dans la grisaille. C'est le plus haut de notre département. Il est à plus de 3000 mètres d'altitude. Effectivement, c'est pas le plus accessible, Thibaut. Hein. Non, c'est pas le plus accessible, loin de là. Et puis bon, c'est pas le plus haut des écrins non plus, puisqu'il y a le refuge de l'Aigle qui est dans les Hautes-Alpes. Oui, exactement, qui est dans les Hautes-Alpes. Là, on reste sur notre territoire isérois, on défend notre territoire. Ouais, le Promontoire, c'est presque une petite course de haute montagne pour y arriver. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ça dépend vraiment du moment dans la saison et de la saison, parce qu'il y a des années où on y monte à pied sans cramponner, ça m'est arrivé de le faire, et d'autres années où, effectivement, là, on le voyait sur les images, c'est beaucoup plus compliqué d'y monter. Ouais. On parlait de recruter un gardien de refuge pour le bivouac de Grenoble, mais il en faut aussi pour les refuges de montagne et de haute montagne. Il y a des vocations ou c'est compliqué de trouver des gens chaque année? Non, alors moi je dirais que... est-ce qu'il y a des vocations? Oui, je pense qu'il y a des vocations. C'est toujours une vie très particulière. Oui, effectivement, comme tu dis, c'est une vie très particulière. Et je pense que souvent les gens qui sont des gardiens de refuge, ils passent d'un refuge à un autre quand ils changent d'activité, entre guillemets, ils ne changent pas de métier, quoi. Ils restent gardiens de refuge et ils changent de refuge. En tout cas, nous, c'est ce qui se passe dans les écrins. On voit beaucoup de migration des gardiens. Et effectivement, quand on doit en recruter depuis zéro, c'était le cas de la PRA là, cette année, on a recruté deux gardiens et oui, effectivement, c'est compliqué. Ouais. Ça demande de rencontrer les gens. C'est vraiment une vie qui est particulière, donc il faut s'assurer qu'ils aillent bien avec le lieu, que ça leur plaise et qu'ils finissent pas en dépression, quoi. Gardien de refuge de la Bastille, ça va être une vie particulière aussi, dans un autre registre, mais c'est une première là. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que le gardien de refuge de la Bastille, c'est pas un gardien de refuge. Je pense que les gardiens de refuge étaient finalement pas très intéressés par ce lieu, beaucoup trop près de la ville pour des gens qui aiment être loin et haut dans la montagne. Et du coup, c'est un accompagnateur en montagne belge qui connaît très bien le coin parce qu'il accompagne des groupes belges en Vercors et en Chartreuse faire des randonnées. Il fait des animations bivouac. Et je pense que ce qui l'a intéressé dans le projet, c'est la partie éducative. C'est-à-dire, c'est un gardien qui est moins un hôtelier qu'un passeur de messages, un passeur de bonnes pratiques. Et puis il va pouvoir parler de la faune qu'on trouve à la Bastille, du ciel étoilé, voilà, de plein de choses. Et je pense que cette dimension-là, animation, l'intéressait beaucoup. C'est jusqu'au 2 octobre l'opération bivouac à la Bastille. Vous avez dit qu'ensuite les cabanes seraient démontées, mais qu'est-ce qu'elles vont devenir ces cabanes en bois? On ne sait pas encore. Ce qui est pratique, c'est qu'elles sont démontables et remontables. Donc on va voir. Il faut peut-être qu'on discute aussi avec les parcs autour de Grenoble qui peuvent être intéressés par ce projet. Nous, l'enjeu, c'est d'en faire une expérimentation et un démonstrateur. Et puis que peut-être qu'il y ait d'autres territoires de montagne qui se disent que d'avoir des lieux aménagés comme ça peut être intéressant pour du public qui se lance dans le bivouac et que le bivouac en pleine nature sauvage peut un peu effrayer. Voilà, c'est un bivouac effectivement plus confortable, plus adapté, qu'on va pouvoir découvrir donc, sur les hauteurs de Grenoble. Thibaut, vous avez une autre actualité liée à la montagne également et à une situation géopolitique qu'on connaît là, depuis quelques semaines, la guerre en Ukraine. Ça vous a donné envie de vous lancer dans un défi? Oui, enfin donner envie, je ne sais pas, mais en tout cas, donc le défi auquel on va discuter, en fait, vient vraiment du questionnement, je ne sais pas si c'est une envie, mais en tout cas c'est un questionnement de comment, de manière citoyenne, comme un citoyen lambda, un usager de la montagne, un pratiquant des sports de montagne, comment on pouvait aider à notre niveau, sans compétences humanitaires, sans compétences dans l'accueil des réfugiés, comment on pouvait faire quelque chose. Et du coup, je me suis posé ces questions-là.
et comment, du coup, forcément, cette question m'a amené à me demander comment lier mes activités de montagnard, donc la montagne, dans laquelle on véhicule des valeurs comme la solidarité, l'entraide, l'humanité, la paix un petit peu aussi. Comment ce lieu-là pourrait être corrélé à une cause humanitaire et servir. Voilà. Et du coup, j'ai pensé au Téléthon qui existe depuis 1986 en France et qui permet, grâce à une course à pied, quand même rien à voir avec des maladies comme les myopathies, à soulever beaucoup de fonds et à aider très concrètement la recherche pour des maladies comme la myopathie. Et donc moi j'ai pensé à ça et je me suis imaginé un téléthon version montagne où le but c'est très concret, c'est tout le monde peut participer, on met autant qu'on veut et ça va aider des associations humanitaires qui œuvrent là-bas en Ukraine, qui font de l'humain. Et moi je pense qu'il y a un vrai lien, au passage on fait de l'information, de l'expression, on exprime quelque chose, on fait de l'humain. Il y a un vrai lien je pense entre la montagne et la solidarité. Alors vous allez faire ça dans le massif des Écrins dont on parlait tout à l'heure. L'objectif c'est de gravir le plus grand nombre de 3000 pendant un mois à peu près. Ouais, en fait, l'idée, c'était vraiment de calquer sur le Téléthon. C'est 28 heures et c'est une course diffusée en direct jusqu'à ce que les coureurs en puissent plus. C'était un peu cette idée-là, c'était de faire le plus possible de sommets dans les Écrins, de plus de 3000 mètres d'altitude. Pour me donner des contraintes, ça aurait pu être 2000, ça aurait pu être 4000. 4000, il y en a 2, donc c'est un peu compliqué. Ça aurait été vite fait. Ouais, ça aurait été vite fait. Voilà, donc oui, et à chaque sommet, moi je propose qu'on crédite, c'est un peu comme si à chaque fois que vous faites un tour de terrain, on crédite 1 € dans une cagnotte, et ben là c'est un peu le même principe sur chaque sommet, et à ça on peut rajouter une symbolique, parce que moi je voudrais monter le drapeau de l'Ukraine au sommet de chaque sommet, pour montrer c'est un geste vraiment de paix pour ce pays-là. Il y en a 56, c'est ça, des sommets de plus de 3000 mètres dans le massif des Écrins? Oh non, il y en a bien plus que ça. Ouais, ouais. Vous avez fixé un objectif à 56. Ouais, non, en fait, c'est même. En fait, moi, quand j'ai tapé sur Wikipédia sommet de plus de 3000 mètres, je suis tombé sur 56 sommets. Et en fait, je me suis, en regardant sur la map en 3D et en cherchant plus précisément un itinéraire à peu près logique, alors je dis bien. Ça dépendra du terrain, de la météo, des compagnons de cordée, ça dépendra de plein de choses. Mais en cherchant un petit peu, je me suis rendu compte qu'il y en a effectivement bien plus que 56. Et c'est difficile de les compter en fait. Bon, 56, c'est déjà pas mal à enchaîner en un mois. Ça demande une petite préparation physique. J'imagine que vous avez travaillé le foncier pendant l'hiver. Ouais, pendant tout l'hiver, moi j'ai fait de la cascade de glace principalement et du ski de randonnée. Donc oui, je pense que je suis un peu en forme. Après, je m'adapterai à la météo et ça, oui, j'ai beau être aussi en forme que je peux. S'il fait mauvais, il fait mauvais quoi. Il y a encore beaucoup de neige en cette période du mois de mai-juin en haute montagne. Est-ce que c'est un avantage pour un défi comme celui-là ? Ça, c'est une bonne question que je ne me suis pas trop posée. Il n'y a pas beaucoup de neige en ce moment dans les Écrins. La neige, par exemple, n'est pas en condition hivernale. Si, elle a été hier, mais c'est vite passé. Donc non, il n'y a pas beaucoup de neige. Après, je ne me suis pas posé la question trop du terrain et de comment ça allait impacter. Je me suis dit que je ferais le maximum et que je m'adapterais. Je pense que j'aurai les skis pas loin et s'il faut, je m'en servirai. Ouais. Bon, les Écrins, c'est un des massifs les plus sauvages des Alpes. Vous serez accompagné dans cette aventure ou vous partez en solo dans ces montagnes ? Non, du coup, je serai accompagné puisque l'idée, c'est vraiment de la même manière qu'on peut rapprocher ça à un téléthon. Tous les ans, sur le téléthon, il y a des personnalités qui participent pour... il y a le côté communication, le côté puis il y a aussi je pense que c'est principalement le côté communication d'ailleurs, puis que chacun puisse s'exprimer sur le problème aussi. Et moi j'ai proposé à beaucoup de personnalités du monde de la montagne, toutes disciplines confondues, toutes personnalités confondues, des présidents d'associations, de fédérations, des sportifs de haut niveau, des écrivains, j'ai proposé à un peu tout le monde de partager des sommets avec moi et je vais essayer de m'adapter. Je pense que ce sera le plus dur. Ce ne sera pas vraiment mon niveau sportif, mes réserves d'énergie, ni la météo, ni le terrain. Voilà, ce sera surtout ça, d'arriver à permettre à ce que chacun puisse venir à un instant T faire un sommet avec moi. Et voilà, je pense. Avec des nuits en refuge à chaque fois, vous avez les clés de tous les refuges de toute façon. J'ai prévenu les gardiens de refuge, alors forcément. Ceci étant dit, ils ne sont pas tous gardés à cette période. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Les refuges, ils ouvrent pour la plupart entre, le 1er juin et le 10 juin, ouais, en gros. Mais du coup, ils ne seront pas tous gardés, ouais.
Vous parliez de la Meije, elle est prévue depuis peut-être le refuge du promontoire, l'ascension de la Meije? Eh ben, si je peux, alors là, c'est le gros morceau, hein. C'est peut-être un des seuls morceaux que je peux pas faire tout seul. Si jamais je devais être tout seul tout le temps, eh ben, ça serait peut-être le seul que je pourrais pas vraiment faire tout seul. Mais j'aimerais bien l'enchaîner avec le pic de la Grave, le râteau de la Meije et en plus le pic Gaspard. Voilà. Donc non, pas de passage au promontoire si ça se passe comme ça. Bon, vous serez quand même sur les arêtes de la Meije, l'un des sommets mythiques des Alpes, on peut le dire, avec ce doigt de Dieu là, que l'on voit sur ces images. Vous les avez déjà tous grimpés, ces sommets des écrins, ou vous allez faire des découvertes? Ah non, en fait, je vais quasiment tout découvrir. En fait, j'en connais quasiment aucun. Il n'y a pas eu de repérage, quoi. Ouais, non, pas de repérage. J'ai jamais été trop au repérage et dans les différents projets que je fais. Et là, effectivement, je pars, j'en connais quasiment aucun. Ouais, je connais très peu. Je vais pas citer, ça va vous faire peur. Bon, on vous souhaite bonne chance en tout cas dans cette aventure qu'on va pouvoir suivre. Il y a un site internet Summit for Ukraine, le chiffre 4.org qui permet de suivre votre aventure. Voilà, il s'affiche le site et puis de donner aussi à chaque fois que vous réalisez un sommet. Exactement. En fait, du coup, sur le site, il y a une cagnotte qu'on a préparée qui fonctionne par nombre de sommets. Donc, ce qu'on a proposé, c'est, comme on ne sait absolument pas combien je vais réussir à en faire, du coup, on part sur 10 sommets un peu au pifomètre. Et puis après, on réagencera. C'est une sorte d'engagement. Après, on réagencera ça à la fin. Et donc oui, voilà, il y a le site là que vous avez indiqué, Thibaut. Donc, voilà, moi, ce que j'ai à dire, c'est que au-delà du défi sportif, parce qu'il y a un défi sportif qui finalement permet de dédiaboliser un peu la chose, dire voilà, c'est un peu de la même manière que la course à pied pendant le Téléthon, on dédiabolise un peu la maladie. Voilà, là on veut pas, enfin le but du jeu c'est pas qu'on se mette tous à pleurer, voilà, faire quelque chose d'utile avec le sourire et que ça serve, mais qu'il y a vraiment ce côté-là derrière, plus que le défi sportif, c'est que ça serve. Et du coup ça, tous les sous, on va les redonner à des associations humanitaires qui œuvrent sur place, qui sont fatiguées et qui ont besoin d'aide. Et ça c'est l'aide qu'on peut leur donner. Et du coup moi ce que je voulais dire c'est que c'est l'occasion d'inviter tous les montagnards, montagnardes qui pratiquent la montagne régulièrement à prouver qu'ils ne font pas que consommer la montagne et qu'ils ressentent aussi toutes ces valeurs-là de solidarité, d'entraide, d'humanité en montagne quand ils pratiquent et de participer. Bon, si vous croisez un drapeau ukrainien sur un sommet des écrins cet été, c'est que Thibaut Catelin sera passé avant pour l'avoir déposé. Merci pour cette présentation de défi, puis surtout bon courage. Une petite colle, une autre, le point culminant des écrins. Bon, c'est facile, on en a parlé. Si vous avez écouté. Alors moi je le sais, mais je vais laisser les autres répondre. La barre des écrins. Ouais. À quelle altitude, Pierre-Loïc? 4080. Non. Un peu plus haut. Oui. 4100. Je crois que c'est encore un tout petit peu plus haut. C'est 4205. Et autre col, puisqu'on parle d'Ukraine, le point culminant de l'Ukraine. Ah, là, il y a moins de candidats. Si là, je ne l'ai même pas, tu vois. Non, je ne l'ai pas. Bon, moi, j'ai fait pareil. J'ai regardé sur Wikipédia pour avoir le point culminant de l'Ukraine. C'est la montagne qui s'appelle Overla, à 2061 mètres. Voilà. C'est pas très haut, l'Ukraine, finalement. Ils ont des stations de ski, mais je ne sais pas s'ils ont des sites d'escalade, Eric. Ouais. Je crois que si. J'en ai entendu parler, notamment dans des actions humanitaires qui ont été engagées, où j'ai entendu parler notamment d'acteurs ukrainiens et de sites concernés. Mais voilà. J'en sais pas plus. Et du coup, moi, j'allais rebondir et j'allais dire que sur le site Summit for Ukraine, et puis un peu de manière générale, on va essayer de partager des illustrations, des dessins, des choses comme ça. Et je pense qu'on sera amené à... en tout cas, en travaillant avec différents réfugiés qui ont été accueillis dans les Alpes, dans nos régions, on sera amené à faire dessiner les montagnes ukrainiennes. Je pense que c'est intéressant. Allez, on va rester d'ailleurs à parler d'escalade, non plus en mode écrin, mais en mode salon. Alors, découverte, ce n'est pas la découverte de l'escalade, tout le monde connaît quand même cette activité, mais du salon de l'escalade qui sera l'un des prochains temps forts d'Alpexpo, ici même, dans quelques mois. Un salon qui arrive à Grenoble, ce sera la première édition ici en Isère, avec Eric Attès, qui est le créateur de ce salon. Comment d'ailleurs vous est venue l'idée de vous lancer dans un salon de l'escalade ? Plusieurs choses. La première, une envie de travailler dans ce monde de la montagne et de l'escalade. Vous êtes grimpeur, j'imagine, à la base ? Je suis grimpeur. En fait, c'est le côté amateur qui m'a amené à cette activité. J'ai aucune légitimité en tant que professionnel de la montagne ou de l'escalade. Et du coup, j'ai cherché une activité, un projet qui
me permettait de me rapprocher de ce milieu que j'avais envie de connaître depuis longtemps. Et après quelques recherches, je me suis rendu compte, à ma grande surprise, qu'il y avait, voilà, ça n'existait pas. Et je me suis dit, c'est quand même bizarre. Et allons-y, j'ai commencé à passer quelques coups de fil, essayer de réunir essayer d'échanger en tout cas avec des acteurs, des personnalités du milieu pour leur demander ce qu'ils en pensaient, etc. Faire une sorte de petite analyse de marché. Et puis, de fil en aiguille, voilà, le projet s'est monté. J'ai créé la société qui donc porte l'événement. Et puis après, voilà, ça a été le jeu du démarchage et de la vente de projets jusqu'à finalement réunir un nombre suffisant d'exposants. Sachant que s'il y a une bascule, il y a un seuil à atteindre pour que l'événement puisse effectivement se faire, parce qu'il y a quand même le nerf de la guerre, ça reste quand même le caractère économique de l'événement, même si ça n'est pas réduit qu'à ça. Et du coup, voilà, il fallait un nombre suffisant d'exposants, et on a fait plus de 100 exposants à la première édition. Et on en a eu encore 40% supplémentaires à la deuxième édition, donc il y a un vrai engouement et il y avait un vrai besoin, je crois, de cet événement. Une bonne idée qui a été mise en place donc, à Lyon, puisque les 2 premières éditions ont été créées et organisées à Lyon. Et vous arrivez à Grenoble, c'est quoi la raison? Maintenant que vous avez grandi, vous vous dites qu'il faut que je m'attaque à la vraie ville des grimpeurs? Peut-être. Alors l'escalade aujourd'hui, elle est partout. Donc choisir un lieu, c'est effectivement peut-être en délaisser d'autres. Il y a plusieurs raisons en fait. Très clairement, l'idée c'est quand même de se rapprocher d'un écosystème de pratiquants et d'acteurs qui clairement autour de Grenoble, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes et en zoomant sur Grenoble, est très, très présent. Il y a une autre raison également toute bête de place. En fait, on a le lieu qu'on avait investi à Lyon. On l'a rempli quasiment à 100% à la dernière édition. Et même si le salon d'escalade n'est pas voué à devenir une énorme machine, si je souhaite qu'il reste à terme à taille humaine, malgré tout, il est quand même amené à grandir. Et donc, au moins, dans ce hall 89 à Alpexpo, on aura la possibilité, à minima, de faire 2 fois la surface du salon existant de Lyon. Donc, ça nous donne de l'air. Et puis, voilà, le fait de se rapprocher de cet écosystème de pratiquantes et de pratiquants et d'acteurs fait sens à mon avis. Voilà. Ouais, là, il y a 700-800 exposants, donc effectivement, il y a encore de la marge pour installer votre salon de l'escalade. Pierre-Loïc, c'est une bonne nouvelle, vous qui organisez de nombreux événements montagne tout au long de l'année, dont les rencontres ciné-montagne, qui est un peu le point d'orgue au mois de novembre. L'arrivée de ce salon, en plus, à peu près dans la même période, ça peut permettre de renforcer l'image montagne de la ville? Oui, effectivement, depuis le début, on est en lien. Et c'est vrai que quand on a su que Eric réfléchissait à cette possibilité-là, nous, on a trouvé ça intéressant. Il était d'ailleurs présent sur les rencontres ciné-montagne l'année dernière. Nous, on est quelques semaines avant, donc on trouve que les rencontres ciné-montagne peuvent être un beau tremplin pour le salon, avec des pratiquants qui trouvent comme ça et des images, et puis du coup un salon avec plein de conférences extrêmement riches, avec des exposants et tout. Donc oui, ça participe complètement à la vie montagne de la ville de Grenoble. Alors, ce sera du 18 au 20 novembre 2022. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y découvrir dans ce salon, Eric? Alors déjà, effectivement, le salon dure 3 jours. Faut savoir que c'est un salon qui est mixte, c'est-à-dire qu'il est B2B2C. Le premier jour, le vendredi, est réservé, dédié aux rencontres entre professionnels. Et le week-end, samedi, dimanche, pour le coup, c'est ouvert à toutes et à tous avec une quantité importante d'animations, d'activités, de conférences, d'ateliers, de démonstrations, de choses drôles comme un défilé de mode escalade, d'un contest, voilà, des ateliers, enfin beaucoup de choses pour créer de l'émulsion entre les participants, entre les visiteurs. Sur la partie donc grand public, et le vendredi vraiment on est sur une journée qui a été le projet initial en fait était un projet en fin 2018, je remonte, était un projet vraiment de salon grand public. Moi c'est l'idée que j'avais dès le départ, et je me suis vite rendu compte qu'en fait il fallait adjoindre une journée pro, parce que les acteurs du secteur avaient besoin de ce moment professionnel, tout simplement parce qu'il n'existe pas aujourd'hui, même au-delà de la France. Donc cette journée pro, elle a tout son sens pour une partie des acteurs, et ces acteurs pros se retrouvent aussi avec intérêt dans les journées grand public, puisque c'est l'occasion pour eux d'avoir des échanges avec l'utilisateur final, avec les utilisateurs des produits, des services, etc. Bon, l'escalade qui est devenue depuis cet été un sport olympique également, avec quelques
Français, même s'ils n'ont pas été médaillés, qui se sont illustrés quand même dans les finales. Il y aura des champions aussi qui viendront sur ce salon? Bien sûr, il y a ce côté people, je dirais, j'ai pas peur de dire le mot parce que je trouve ça intéressant, qui est présent dans le salon avec des séances de dédicaces et de signatures avec des auteurs et athlètes sur la librairie qui est présente, sur les stands avec les ambassadeurs des marques. Il y a voilà, le plaisir, par exemple cette année, en 2021, on avait Seb Boin qui signait des autographes, qui était hyper accessible. On avait Julia Chanourdi qui était présente. C'était respectivement nos parrains et marraines pour l'édition 2021. Donc Julia qui était présente également avec Seb sur la soirée de projection de films pour un échange questions-réponses avec le public après leur projection. Donc oui, il y a vraiment ce côté rencontre. Et puis il y a tout un tas d'acteurs, je dirais, entre les hyper connus et les inconnus, de personnalités montantes qu'il est intéressant de rencontrer et qui sont en plus relativement accessibles. Donc c'est ça qui est assez sympa dans cette discipline. Bon, un rendez-vous donc pour tous les amateurs de grimpe. Je me tourne vers le président de la FFCAM parce que l'escalade, ça fait partie de votre activité, même si c'est la FFME qui chapeaute normalement cette discipline. Mais il y a des passerelles entre les deux fédérations. Il y a 114 sites d'escalade référencés, en tout cas en Isère. On estime à peu près à 70 000 pratiquants. C'est une activité qui est en plein développement, l'escalade? Oula, ça c'est difficile de répondre. Je dirais oui, instinctivement je dirais oui, principalement en salle en fait. J'ai l'impression qu'il y a quand même, ça s'est très développé ces dernières années, ces 10 dernières années, l'escalade en salle, c'est devenu presque, je pense que les gens vont plus faire de gym ou de course à pied, mais ils vont faire de l'escalade. Et oui, voilà, désolé. et du coup, j'ai tendance à dire oui. Après, je sais pas, j'arrive pas moi à mesurer la transition vers l'extérieur, vers le rocher, vous parliez de sites d'escalade, j'imagine outdoor. Naturel. J'ai du mal à moi mesurer à quel point ça, effectivement, ça transite. Ouais. Il y en a en tout cas une centaine dans l'agglomération et puis dans les massifs environnants. Là, on voit celui de Saint-Égrève avec un problème de réglementation aussi, de la responsabilité justement sur ces sites qui ne sont pas des salles mais qui ne sont pas non plus des endroits complètement naturels. Alors fort heureusement, c'est pas nous qui avons dû gérer ça. C'est la FFME du coup qui était à la base gestionnaire des sites et non propriétaire. Hein. Donc il y a des conventions de gestion qui sont arrivées tous à bout, et maintenant on essaye eux essayent en tout cas de se rapprocher d'un modèle tripartite où il y a entre guillemets une entité quelconque, en l'occurrence typiquement chez nous c'est le département de l'Isère qui est capable, qui assume et qui reprend la responsabilité légale des sites d'escalade, et après il y a deux entités, forcément le propriétaire de la falaise, donc soit une commune, soit un propriétaire privé, et puis ce qu'on appelle une autre institution qui fait l'entretien. Et donc ça, c'est toujours la FFME avec un contrat d'objectif avec le département. Et là-dessus, nous, on vient un petit peu en soutien, en support, dans l'idée de... on se délègue, on se répartit un peu les sites dans le département. Et il y a plein d'endroits où nous, on a des clubs FFCAM qui sont très actifs, qui vont être capables de prendre ce côté entretien, et d'autres endroits où c'est pas le cas. Et typiquement, autour du bassin grenoblois, il y a énormément de sites, et là, on est obligé de passer par des professionnels, et la FFME le fait très bien. Et puis il y a des topos pour se renseigner sur tous ces sites accessibles à tout le monde et gratuitement pour le coup. Escalade, mais est-ce qu'il y aura aussi du canyoning, l'alpinisme, la spéléo par exemple? Vous ouvrez à d'autres disciplines le salon, ou ça reste vraiment sur la grimpe pure? Alors en fait, le salon de l'escalade porte ce nom parce que c'est son nom de création et c'est ce qui parle le plus au plus grand nombre. Après, c'est un salon qui ne souhaite pas adresser tout le monde de la montagne, mais en revanche qui souhaite adresser toutes les verticalités. Donc dans les verticalités, on va retrouver effectivement la spéléo, le canyon. Puis on va retrouver aussi des activités essentielles, peut-être moins connues, ou en tout cas qui ne sont pas dans le loisir, comme sont par exemple les travaux sur corde, qui sont une des disciplines, une des composantes de l'escalade. Voilà. Je rebondis juste très rapidement sur la partie du salon. On parlait à l'instant des sites naturels, l'avenir des sites naturels, la surfréquentation, etc. Tout ça, c'est des sujets qui ont été abordés depuis les 2 premières éditions du salon, dont on va encore continuer à parler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup d'acteurs. On donne la parole depuis le départ aux acteurs territoriaux, aux acteurs fédéraux, aux pratiquantes et pratiquants. Et du coup, voilà, le salon de l'escalade, c'est pas juste une grande boîte avec plein de stands, c'est aussi un gros contenu, un gros travail sur les conférences, les ateliers pour sensibiliser sur toutes ces thématiques. Voilà. Ouais, puisqu'on parle d'escalade, il y a 3 livres qui viennent de
de sortir. Escalade, ça c'est aux éditions Glénat. C'est plutôt un livre pour ceux qui veulent débuter l'initiation ou commencer à progresser. C'est signé Nicolas Glé et Jean-Paul Rousselet. Le mental du grimpeur, parce que c'est pas qu'un sport physique, l'escalade. Ceux qui en font le savent. Quel que soit le niveau, ça se joue aussi beaucoup dans la tête. Il faut des bras, il faut des jambes, mais il faut aussi un gros mental. Et ce livre s'appelle Le mental du grimpeur par Léo Deschambault et Frédéric Vionnet. Et puis, c'est aussi une forme d'escalade, la Via Ferrata, nouvelle réédition des Via Ferrata de France aux éditions Glénat. C'est signé notamment Jocelyn Chavy, qui a réalisé le film Julia sur Julia Chanourdi, qui avait été présenté aux rencontres et au Salon de l'Escalade l'an dernier. Donc voilà, une réédition chez Glénat avec les nouveaux itinéraires remis à jour. Voilà pour être complet sur ce sujet. On va rester dans la pratique outdoor pour finir cette émission avec une innovation qui est présentée ici au Mountain Planet. Innovation numérique avec Laurent Foissac, qui est chargé de développement du service On-Piste chez Rossignol. C'est un nouveau service créé depuis quelques années par le fabricant de skis isérois. Le groupe Rossignol n'est pas présent ici au Mountain Planet pour vendre des skis ou des chaussures, mais pour inciter les gens à pratiquer les activités de montagne. Effectivement, oui. Donc c'est la marque On-Piste, On comme On-Off. On-Piste qui regroupe ce qui existait auparavant avec station de trail, la marche nordique, le vélo au sens large avec le VTT, le gravel et la route, et les espaces ski de rando. Donc le principe d'On-Piste, c'est effectivement une application, comme tu l'as dit, une application qui permet de se guider. J'ai envie de dire, pas une application de plus, hein, parce qu'il y en a, il y en a beaucoup, effectivement. Ce sur lequel on veut se différencier, et ça c'est clair et net, c'est qu'on ne veut pousser, on va dire, sur cette application et sur ce site internet aussi, hein, qui porte le même nom, donc onpiste.com, uniquement des parcours officiels. Quand j'entends des parcours officiels, ce sont des parcours que l'on a construits avec des experts locaux, que l'on a construit avec les collectivités elles-mêmes pour gérer les questions de foncier. Il y a bien sûr un but de promotion hein, là-dedans, de promotion des territoires au travers de ces activités, mais il y a aussi une question de préservation de ces lieux. Et on sait que soit on est actif, soit on fait quelque chose et on essaye d'un petit peu de cadrer les flux des pratiquants, soit on ne fait rien et voilà, ce n'est pas le choix que l'on a fait. Bon, c'est les bons spots, on va dire, estampillés Exactement, par les testeurs de Rossignol. C'est notre slogan, bouger sur les bons spots. Ça s'adresse à quel type de pratiquants On essaye vraiment de balayer justement l'ensemble des pratiquants avec des cotations de difficulté. Ça fait partie aussi de ce qu'on appelle le côté officiel des parcours qui sont cotés en difficulté comme on peut retrouver sur le ski, avec du vert, du bleu, du rouge, du noir. On essaye en général d'avoir sur toutes les destinations de quoi intéresser un petit peu tout le monde. On se donne un rôle d'initiateur aussi hein, pour des personnes qui ne sont pas obligatoirement des pratiquants experts, qui ont envie de goûter à cela et qui ont besoin pour cela d'être cadrés, justement, de savoir où ils vont, d'avoir un balisage, d'avoir une application qui permet aussi de ne pas se perdre et de trouver tout ce qui est service autour, hein, puisqu'il y a aussi cette volonté-là de mettre en avant tout ce qui se passe autour de l'hébergement, autour du parcours. Alors vous évoquiez le trail ou les disciplines d'été, ça se décline aussi sur les sports d'hiver, hein, qui est le cœur du métier de Rossignol à la base. Effectivement, paradoxalement, ce n'est pas là-dessus que l'on a le plus de parcours. C'est sur les stations de trail, puisque les stations de trail existent depuis déjà une dizaine d'années. Sur la marque Espace Ski de Rando, c'est un petit peu plus récent. Le principe est un petit peu aussi le même, d'être sur quelque chose d'assez cadré, d'assez sécurisé, avec des remontées bord de piste et des redescentes sur le domaine skiable. Donc voilà, vous devez vous douter à qui on s'adresse. On s'adresse à des personnes qui soit veulent s'initier, soit pratiquent seules, soit veulent vraiment uniquement s'entraîner. Et avant d'aller sur nos beaux sommets des écrins, mais avec un petit DVA parc de conseillers pour pouvoir s'initier aussi aux questions de DVA. Puis avec des petits défis, c'est assez ludique cette application pour intéresser les pratiquants. C'est gratuit cette appli ? Complètement, ouais. L'application est 100% gratuite. Donc c'est les collectivités qui font cet effort en général d'investir, on va dire, pour proposer aux utilisateurs des lieux de pratique et une application qui soit effectivement 100% gratuite.
On a Isère Outdoor qui est développé par le département, Tout à fait. qui est un peu dans le même esprit, j'ai l'impression. Oui, que ce que tout vous à fait. proposez. La différence, si on peut en faire une, c'est qu'on est sur une piste, sur une territorialité qui est plus large, puisqu'on a des parcours un petit peu partout sur la France et on en a même à l'international. J'ai eu la chance aussi, là on n'était pas à l'international, attention, on est sur les dom-toms, mais j'ai eu la chance d'être tout récemment sur la Guadeloupe pour mettre en place des nouveaux parcours qui vont être juste magiques. Bon, si vous cherchez des testeurs en Guadeloupe, on peut se proposer tous les quatre. Certainement que ça ne nous rebutera pas. J'ai vu Martin Fourcade sur les images. Oui. Il teste aussi les parcours. Oui, il les teste, il les pratique et j'espère qu'il a téléchargé l'appli On Piste, sinon il va se faire gronder. Bon, on lui demandera. En tout cas, ça demande effectivement d'être géolocalisé, enfin d'avoir un GPS qui permet de suivre son Alors, en évolution. téléphone, on est sur un smartphone, hein, une application que l'on retrouve sur Play Store ou Apple Store, voilà, qu'on télécharge, qui permet effectivement de se géolocaliser avec un guidage vocal si on le veut, hein, ou visuel. On retrouve tous les points d'intérêt autour du parcours, ses cotations de difficulté. Et l'idée, c'est aussi qu'avant de partir, on regarde sur le site, c'est quand même plus pratique pour choisir le parcours qui semble le plus adapté à sa pratique. On Piste présenté ici au Mountain Planet. Thibaut, les pratiquants, alors expérimentés ou pas, font de plus en plus appel à ces applications de guidage et on suit pratiquement une voie qui nous indique quand tourner, quand prendre le chemin, etc. Qu'en pensent les montagnards aguerris de cette assistance à la balade? Eh ben moi je m'en sers pas du tout, mais parce qu'en fait je suis jamais trop été smartphone, donc nous je sais qu'on a la FFCam, on aime bien quand même faire de la cartographie, on aime bien apprendre aux gens, on se sert d'un bout de papier. Après on apprend aussi Iphigénie, on apprend à nos entre guillemets, les adhérents des clubs un peu plein de choses, y compris les applications. Mais alors en tout cas moi mon avis personnel c'est que faut savoir s'en passer. C'est mon avis personnel. On est bien d'accord. Alors, pour rebondir et pour finir cette émission sur un petit clin d'œil, ça peut être utile de savoir lire une carte et de ne pas faire confiance à 100% au GPS ou aux applications. Regardez cette photo, c'est un peu le jeu Trouver Charlie. Je ne sais pas si vous connaissez cette BD où il faut trouver un petit personnage dans un décor. Là, il y a un trailer qui se cache sur cette photo. Alors, on ne voit pas bien l'univers, mais on est sur des barres rocheuses de Chartreuse. On voit le sentier officiel de randonnée en dessous, mais effectivement, sur le sentier, il n'y a personne. Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette photo. Elle a été publiée il y a quelques jours par le PGHM de l'Isère, donc les secouristes en montagne, qui ont pris cette photo en intervenant en hélicoptère. Je vais vous donner la réponse en image où se cachait ce trailer sur cette photo prise donc, par les secouristes en montagne en Chartreuse. Voilà, regardez, le chemin il est en dessous. Et le trailer qui a suivi son GPS, il avait une application qui lui disait de prendre à tel endroit. Il n'est pas très loin du chemin, mais il est quand même pas... C'était pas un parcours en piste. Non, je pense pas que celui-là n'était pas homologué. Mais voilà, il s'est retrouvé coincé dans des centres de chamois, dans les barres rocheuses. Et il a dit aux secouristes qu'effectivement, il avait suivi la petite voie de sa montre ou de son GPS qui lui disait de prendre l'ascente à gauche plutôt que le sentier bien marqué. Donc voilà, il faut rester maître de son itinéraire et de sa connaissance quand on part en montagne, pas complètement débrancher le cerveau, ça peut servir. Merci en tout cas à tous les quatre. Merci. Bonne continuation dans vos projets respectifs. Thibaut, on suivra les 56 3000 des écrins multipliés par le nombre de dénivelés. On va être sur quelque chose d'assez astronomique. Nous, on se retrouve très vite pour d'autres aventures avec d'autres invités sur le plateau de Si on parlait. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trinière Résidence. On est encore loin des tire-fesses et des télésièges. Les tapis roulants, c'est le présent, mais c'est aussi l'avenir de la montagne. Alors oui, c'est bienvenue chez Sunkid, fournisseur mondial de joyeuseté pour les pistes de ski. Alors en remplacement effectivement des téléskis pour les espaces débutants, les enfants. Voilà ce qu'on appelle le tapis nouvelle génération maintenant avec une galerie, de l'éclairage, du bonheur, des choses qui font pas de bruit, qui se fondent à peu près dans le décor, on va dire. Et c'est sûr que voilà, ça fait déjà un moment que ça existe, mais on continue d'œuvrer là-dedans, dans cette direction-là.
Les tapis roulants comme ça, c'est uniquement pour les enfants? Alors non, et les enfants et les adultes aussi, mais par contre on privilégie quand même des espaces débutants puisqu'on ne peut pas aller à une pente trop raide. Voilà, donc on reste sur les espaces débutants, mais ça peut aller très loin, ça peut faire 300 mètres, ça commence à être des remontées mécaniques déjà importantes. C'est impressionnant un engin comme celui-ci, puisqu'ils sont beaucoup plus longs hein, sur les pistes de ski, ils ne sont pas aussi petits qu'ici. C'est impressionnant en montagne. Alors oui, c'est vrai que c'est impressionnant parce que ça fait un espèce de dôme un peu futuriste. On a l'impression que c'est une navette spatiale qui débarque en station de ski. Après, voilà, ça se pose à même le sol. La neige se met au niveau du tapis, donc quelque part le tapis on ne le voit pas. Puis c'est vrai qu'il y a la bulle qui est le plus transparente possible. Alors là, bon, elle est bleue, mais pour l'effet du salon. Mais généralement, on est sur des couleurs aluminium, des couleurs sobres. Et voilà, c'est vrai que ça a son charme aussi. Pas tout, voilà. Eh bien, merci beaucoup Rémi de chez Sunkid. Et c'est la fin de ce live au spécial Mountain Planet. À demain matin.